Les invités que nous recevons cet après-midi n'ont pas eu le temps d'arriver jusqu'à la maternité pour accoucher. Une naissance rocambolesque entre rire et larmes. Ma maman me dit, surtout stop, ne pousse pas. Maman, tu as eu 6 enfants, explique-moi comment tu fais pour pas pousser. Le 4 septembre 2014, Sandrine est prise de contraction chez elle. Ne voulant pas inquiéter le futur papa, elle attend la dernière minute pour se rendre à l'hôpital. Je perds les os devant la maison, dans le jardin. Je sentais que vraiment elle était très très basse. Nicolas sait alors qu'ils vont devoir gérer la situation par eux-mêmes. À ce moment-là, j'ai vu une petite boule, donc je me suis dit, ça c'est la tête, c'est pour moi. Enceinte de son 4e enfant, Carole part pour l'hôpital dès les premiers signes. Mais une fois sur place, on la renvoie chez elle. Carole souffre, mais elle tient bon jusqu'au lendemain. J'ai l'impression que ça explose à l'intérieur. Ma maman me dit, comment ça va? Et je suis comme ça. Ça va! Sabine fait tranquillement les courses au supermarché avec sa mère lorsqu'elle perd les os. Une fois aux toilettes, elle comprend vite qu'elle va devoir accoucher sur place. Donc je lui ai dit, tu prends le sac de courses, tu me donnes une bouteille d'eau, faut que je mange et que je boive, et après, c'est parti, quoi. Cindy, elle, a juste eu le temps de dire oui à son mari avant d'accoucher dans le hall de la mairie. Je me suis retrouvée nue dans l'entrée de la mairie. Tous les gens qui étaient sur la place applaudissaient. Et moi, j'étais prête à retourner faire la fête. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et je suis très heureuse d'accueillir mes invités qui pensaient vivre un accouchement tout à fait banal, mais c'était sans compter sur le destin, car tout ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu et elles vont nous le raconter. Elles ont enchaîné les péripéties. Alors comment ont-elles gardé leur calme alors qu'elles se trouvaient loin de l'hôpital? Quels liens ont-elles avec leur enfant aujourd'hui? Vous allez voir, c'est avec beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup d'humour qu'elles vont nous raconter cet accouchement vraiment rocambolesque. Et puis avec nous, Sylvain Tassi, qui est gynécologue, obstétricien et qui va nous commenter tous ces récits et nous illuminer de ses conseils. Alors, les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. C'est un dicton très connu, mais qui prend tout son sens avec l'histoire que vous allez nous raconter, Sandrine. Où avez-vous accouché? J'ai accouché devant la maison, dans le jardin. Au milieu des roses? Alors, on était plus proche du thym, mais en tout cas, on était à même le sol, oui. Nicolas, vous gardez quelle image de cet accouchement? Je la revois dès qu'elle sort, en fait, de Sandrine, au moment où je la prends dans les mains. Voilà, tout petit. Vous avez réussi à garder votre calme. Vous allez nous raconter tout ça. Il fallait quand même un sacré sang-froid. Carole, vous avez accouché où? Dans le lit de mes parents. Vous aviez déjà 3 filles. 3 filles? Oui. Il y avait qui autour de vous? Une sage-femme, 3 pompiers, mes parents. Et puis après est arrivé 3 personnes du SAMU. Voilà. Vous allez nous raconter tout ça. Cindy, alors on a eu l'occasion de se rencontrer déjà, puisque vous aviez participé à l'une de nos émissions il y a quelques années, avec une histoire d'accouchement vraiment rocambolesque, et on a eu envie de vous entendre encore aujourd'hui. Où avez-vous accouché? À la mairie, le jour de mon mariage. Alors que votre accouchement était prévu pour une semaine plus tard. Ouais. Donc il a fallu préparer le mariage. On va voir que ça a été quand même un peu compliqué à gérer. Et puis Sabine, vous aussi, l'histoire était étonnante. Racontez-nous, vous avez accouché? Dans un supermarché. À quel endroit précisément? Dans un WC. Vous avez failli accoucher au rayon boucherie d'ailleurs. Hein. Il y a eu Première contraction au rayon boucherie. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a moins de 4 mois. Il y a moins de 4 mois. Qui était à côté de vous ce jour-là? Ma maman et ma meilleure amie. Comment vous l'avez vécu, Sylvie? C'était fort, ouais, j'ai eu très peur, oui. Je me suis dit, il va falloir te mettre dans la peau d'une sage-femme. Ouais. J'avais peur que Manon naisse avant que les pompiers arrivent. Eh oui. Alors, on a très envie d'entendre ces histoires. On va commencer par la vôtre, Sandrine et Nicolas. Alors, c'était pas tellement prévu, cette nouvelle grossesse, puisque vous veniez d'être parents tous les deux d'un petit garçon qui s'appelle... Lucas. Lucas. Il avait quoi? 6 mois. 6 mois. 6 mois. C'était ce qu'on appelle un retour de couche. On s'est rendu compte... J'allaitais encore Lucas. Quelle a été votre réaction?
c'était pas une mauvaise nouvelle puisqu'on avait dans l'idée d'agrandir la famille, peut-être pas tout de suite, dans les 2 ans à venir et du coup, voilà. Donc vous l'avez plutôt bien pris. Oui. En revanche, Nicolas était, je crois, un peu plus angoissé. Un peu plus refroidi, oui. Pourquoi? Parce qu'une deuxième grossesse très rapide, on venait d'avoir le premier, je sentais la complication arriver. Et c'était une période de la vie où voilà, ma mère avait des problèmes de santé. Et j'ai toujours dans l'idée que pour une naissance, il y a un départ. Ah bon? Oui. C'est étonnant, cette... Ouais. Oui, L'annonce a été compliquée parce que c'est vrai que Nicolas a craqué quand il l'a su. Voilà, pour lui, c'était une naissance, un décès, quoi. Voilà. Donc le terme était prévu pour le mois de septembre. Oui, Et à la mi-septembre. une semaine avant le Ouais. terme, vous avez eu des contractions. Voilà, à la suite d'une journée, on avait bien marché. J'étais allée me promener avec mon papa et mon petit garçon. Et à la fin de la journée, oui, les premières contractions ont commencé. Nicolas avait eu une grosse journée de travail, donc vous vous êtes pas affolé, vous, hein? Vous avez attendu qu'il rentre du Non, travail. alors que l'hôpital, enfin, les sages-femmes qui me suivaient m'avaient bien dit aux premières contractions, n'hésitez pas à venir. Mon premier enfant était né assez vite, donc il fallait se dépêcher. Et pourtant, c'est pas du tout ce que n'ai vous pas avez fait. Non, du tout. Les premières contractions ont démarré vers 17h, 18h, et j'étais encore à la maison à minuit. Donc j'ai décidé de ranger, de tout préparer au cas où. Quand Nicolas est rentré du travail, vous l'avez alerté sur vos contractions? On s'était tenu au courant dans la journée, on avait des messages, mais je lui ai pas dit. J'avais des contractions, mais je lui ai pas dit que ça risquait d'être des contractions de travail. Bon. Donc vous avez fait votre riolet, tout rangé la cuisine. Préparer les affaires au cas où. Et puis aux dernières contractions, quand même, dans la petite touche de féminité, j'ai voulu me faire les ongles. Je m'étais un petit peu pomponnée. Déjà, j'avais mis une belle tenue, je m'étais maquillée. Puis après, aux dernières contractions... Pomponnée pour aller à la maternité? Oui. C'est une drôle d'idée quand même. Alors là, ça, j'ai jamais entendu ça. On va voir ce qu'en pense Sylvain. Par contre, c'est une très 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 mauvaise idée. Alors, d'une part, ça fait perdre un petit peu de temps dans ce contexte-là. C'était pas forcément Oui, indispensable. tout à fait, au point où j'en étais, oui. En général, on demande aux femmes d'avoir au moins un doigt accessible sur lequel il n'y ait pas de vernis à ongles. Vous le saviez, ça? Du tout. De principe, avant de venir à la maternité, essayez de garder les ongles pas trop faits, au moins un ongle d'une main. Si Je saurais pour le troisième, j'ai très de faire les ongles. D'accord. Bon, donc à 23h, vous avez peut-être alerté Nicolas? À minuit, je l'ai alerté, Nicolas. Vraiment, quand les contractions devenaient très compliquées à gérer. C'est-à-dire que là, vous aviez des contractions tous les combien? Déjà rapproché, j'ai démarré à 5h, ça devait déjà être 5 minutes déjà. Le premier, vous aviez accouché où? À l'hôpital. Mais in extremis, parce qu'on est arrivé... Et alors, ça vous a pas inquiété? Vous êtes ça a inquiété l'équipe qui me suivait. Après, moi, non, sincèrement, je me suis pas inquiétée. Je savais que j'aurais dû partir, mais... Comment vous réagissez, vous, Nicolas, quand elle vous réveille? Est-ce que vous vous êtes inquiété? Moi, dès qu'elle me réveille, elle me dit je crois qu'il faut y aller. Bon, allez vite, pompez d'ap. Je m'habille, on y va. Je démarre la voiture en course. Ouais. Voilà. Bon, une femme qui continue à se préparer, checker les dernières affaires. Tout était prêt. Toujours, voilà. Donc, je refais un aller-retour pour mettre la valise à la voiture. Et là vient le moment dans ma tête où est-ce que ça va aller, est-ce qu'on va aller au bout ou est-ce qu'il faut appeler les pompiers? Elle était loin, la maternité? On est en roulant bien en 20 minutes. Ah oui, donc c'était pas tout près en plus. Hein. Non. Ça m'interpelle ce souci de vouloir être pimpante pour aller accoucher à minuit le soir. Lors de votre premier accouchement, vous étiez comment? Aussi pareil? Non, c'était plutôt le matin. Après, j'avais pris le temps de me maquiller un peu. La manucure était faite déjà depuis plusieurs jours. Non, surtout que j'ai accouché en pleine nuit, donc personne ne le voyait, il n'y avait personne autour. Donc finalement, ça ne servait à rien. On ne le voit pas sur les photos. J'ai gardé mes chaussettes, donc pour le vernis au pied, personne ne s'en est rendu compte. Oui, c'est ça, vous pensiez aux photos, aux films Oui, voilà, c'était un moment, un joli moment, un beau moment. Je voulais être, voilà. C'est quelque chose qui est assez souvent décrit par les femmes en fin de grossesse. Elles veulent garder une féminité assez importante et on a beaucoup de patientes qui arrivent assez pomponnées à la maternité parce qu'elles vont être prises en photo, parce que c'est la présentation à leur enfant. Elles vont être présentées à leur enfant pour la première fois, elles veulent être belles, elles veulent être féminines, elles veulent être femmes à ce moment-là. C'est un des moments les plus importants de leur vie. Ouais. Bon, donc, alors vous mettez la voiture, vous regardez si ça va et vous la trouvez comment? Oh, sereine, complètement sereine, jusqu'au moment où elle franchit le seuil de porte. Voilà. Et alors? Et à ce moment-là, elle commence à changer un peu de visage.
Je m'appuie sur le pilier devant la maison et On devinait la douleur arriver. je perds les os. Là, la dernière contraction, là, j'aurais bien aimé une piqûre là, sur celle-là. Et je perds les os devant la maison en m'appuyant là sur le C'est bien, sur le vous avez pilier. attendu d'être à l'extérieur. Oui, voilà. Comme ça. On était pas loin. L'après-midi, vous étiez arrivé, enfin en rentrant du travail, vous lui aviez offert une rose d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'était prémonitoire presque. Hein. Oui. Voilà. Donc là, vous vous dites, je peux pas monter dans la voiture. Ah non. Vous De toute façon, j'ai perdu les os, je me suis allongée. Je sentais que vraiment, elle était très, 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 très basse. Donc là, vous avez senti que le bébé poussait, Ah oui, oui. le ventre se déformait. Ah oui, complètement. Et alors vous réagissez une comment là, à poussée. ce moment-là? Elle m'a dit, ça va pas, appelle les pompiers. Donc je prends le téléphone, je compose le 15. Alors, rappelez le numéro, c'est toujours bon à Le rappeler. 15, oui, en cas d'urgence, le 15. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent Et les donc, pompiers je tombe sur une dame très gentille au téléphone. Donc, je lui explique, je dis, voilà, je vous appelle. J'habite à tel endroit. Ma femme va accoucher. Elle me dit, bon, calmez-vous, monsieur. Surtout, calmez-vous, ça n'arrive pas comme ça. Je dis, si, ma femme, elle est là, dehors, elle va accoucher. Et elle m'a dit, non, calmez-vous. Alors, elle est dans quel état, elle est comment? Alors, je lui décris, elle est allongée, on est dehors, dans l'herbe. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de finir ma description. Non. Bon, alors vous nous raconterez tout à l'heure. Il faisait quel temps ce soir-là? Déjà, il faisait nuit, il faisait doux, il y avait quand même l'humidité et la rosée dans l'herbe, et il y avait quand même la lune qui éclairait un petit peu. C'était en septembre? Oui, Ouais, début septembre. Voilà. Avec la lune, c'était la plutôt précédente. romantique Oui, comme oui. environnement. Oui. Bon, vous nous raconterez tout à l'heure. Carole, alors vous aviez déjà 3 petites filles. Comment avez-vous appris que vous étiez enceinte de la 4e? Au mois de septembre 2010, je tombe malade. Barbouillée, pas bien, mal à l'estomac, des vertiges, fatiguée tout le temps. On me soigne pour une gastro. Après, on me dit non, c'est pas la gastro, c'est peut-être une gastrite. Alors, comme les symptômes sont persistants, on vous soigne pour une gastrite. Et ça continue, et c'est de pire en pire. Et là, mon médecin traitant me dit écoute, on repart tout depuis le début, prends rendez-vous chez le gynéco, ça se trouve, t'as un problème hormonal, on recommence tout, on verra bien. Et je prends rendez-vous, j'ai rendez-vous le 29 décembre. Et là, lui éclate de rire, le gynécologue éclate de rire, en me disant c'est pas vous déjà qui avez 3 filles? Et j'ai dit si, eh ben jamais 304, hein. Et là, je me décompose parce que je vois ma crevette à l'écran avec le petit cœur qui bat et je me dis c'est pas possible, il s'est trompé, c'est l'échographie de la dame d'avant, Et le truc, c'est que comment je vais l'annoncer à mon mari? Parce que vous étiez enceinte de combien, là? J'étais enceinte de 3 mois et demi à ce moment-là. Avec un petit peu de ventre, vous aviez pris du ventre? Ben non, pas du tout. Comme j'étais malade, on m'avait sorti toute une liste d'aliments et de boissons à ne plus boire, à ne plus manger. Donc, je perdais du poids. Donc, pas de ventre, rien. Juste, voilà. Mes règles, donc pas alarmant pour moi. Vous aviez vos règles? Ouais. Et alors, votre mari réagit comment? Étonnamment, très bien. Parce qu'on a 3 filles, donc lui voulait un garçon. Donc là, je me dis, oh, mon Dieu, en plus, il était au travail, j'étais avec ma maman, donc je me dis, il faut que je l'appelle, il faut que je lui dise que je suis enceinte, et en plus, c'est une fille. J'ai pas le temps de m'asseoir dans la voiture que le téléphone sonne, c'est lui, je me dis, oh, mon Dieu, tu veux pas répondre, maman? Non, t'assumes. Et je décroche, et il me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? J'écoute, je n'ai rien de grave, mais il va falloir pousser les murs de la maison parce que je suis enceinte. Il me dit, oh, c'est que ça. Bah, c'est plutôt sympa parce qu'il se faisait du souci. Et il me dit, j'espère au moins que c'est une fille. Alors là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas mon mari. Il me dira, c'est trop bien, parce que c'est la dernière, j'avais pas envie de racheter tous les habits, tout ce qu'il fallait. C'est bon, c'est fait. Rationnel. C'est ça. Juste un commentaire de Sylvain. Comment c'est possible d'être enceinte de 12 semaines et d'avoir encore ces règles? Alors, on a quelques pourcents des patientes qui vont garder des règles en début de grossesse. C'est un piège assez classique, puisque le premier signe qu'attend une femme quand elle veut savoir si elle est enceinte, c'est qu'elle n'ait plus ses règles. C'est un piège très classique. Alors, la grossesse se passe plutôt bien, sauf que vous avez des contractions 1 mois avant terme? Oui, à peu près 1 mois avant terme. Et comme on est à 110 km de la maternité, on part assez tôt. Et donc, on arrive à la maternité, j'ai des contractions toutes les 6 minutes, assez rapprochées, assez intenses.
Bon, on m'installe dans le lit, on m'ausculte. Et là, un médecin arrive, me pose 2-3 questions et me dit non, mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est une gastro. Quand même, une gastro. Mais il vous ausculte quand même? Il m'ausculte, alors on me dit oui, effectivement, plus de bouchons muqueux, vous êtes un peu dilaté, mais c'est pas pour maintenant. Et donc on me perfuse pour stopper la douleur, les contractions. Et je suis arrivée vendredi, je suis repartie lundi dans la matinée, où on me dit mais c'est dans votre tête, arrêtez, calmez-vous, détendez-vous, de toute façon elle est pas prête, c'est pas pour maintenant, c'est vous, ça vient de vous. Donc je repars. Et en 2 jours, le col ne s'était pas dilaté plus que ça? Un peu, mais j'étais sous perfusion, j'étais sous cachet tout le temps. Qu'est-ce qu'on met dans ces perfusions? Des produits pour arrêter les contractions? Alors, on met des produits qui vont relâcher l'utérus. Et le simple fait d'aliter la patiente, en général, permet souvent de relâcher un petit peu l'utérus. Le bouchon muqueux qui avait sauté, vous l'auriez renvoyé chez elle? Elle a été... Alors, il faudrait voir tout le dossier médical complètement, mais c'était combien de temps avant le terme? 1 mois. Ils vous ont gardé en surveillance, donc le travail est fait, entre guillemets, c'est-à-dire on va garder en surveillance. Après, si l'accouchement ne se fait pas, on ne peut pas vous garder en surveillance très très longtemps non plus. 1 mois avant le terme, on a un bébé qu'on ne déclenchera pas, sauf motif médical vital, enfin, qui pourrait mettre sa vie en danger. Donc c'est un bébé dont on estime que la maturité est encore un petit peu faible pour le déclenchement. Donc oui, il y a un moment où si le travail ne se fait pas et que les contractions commencent à se calmer un petit peu, on vous renvoie à la maison. Par défaut d'avoir une autre solution à vous proposer. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils vous ont renvoyé à la maison. Ils m'ont renvoyé à la maison. Et les douleurs se sont calmées? Non, pas du tout, c'était de pire en pire. Donc j'y retourne le mardi, où on me renvoie de nouveau à la maison. Et c'était un 21 juin, et ma maman me dit « Habille-toi, on va à la fête de la musique ». Non, maman, j'ai pas envie, j'ai pas le moral. Eh bien, justement, ça va te faire du bien. Alors, on va à la fête de la musique, et là, c'est une catastrophe. Je suis accrochée à elle, j'ai la tête appuyée dans sa nuque, je me cramponne à ses habits au niveau des côtes, j'ai mon ventre appuyé contre son dos, et on marche 3-4 pas, et là, je la bloque, contraction. Et rebelote comme ça, et on fait toute la fête de la musique dans Morteau, comme ça, où au bout d'1 heure et demie, j'ai dit, écoute, on fait une pause, là, j'ai besoin de m'asseoir, de boire, et toujours pas alertée, parce que de toute façon, c'est dans ma tête. Donc, on rentre, et je reprends tous les médicaments qu'ils m'ont dit de prendre, je vais me coucher. Et le mercredi... Pardon, mais c'était votre 4e grossesse, oui. Donc vous connaissez bien votre corps et les symptômes, vous les connaissiez bien. Donc vous étiez à même de pouvoir penser que c'était pas que dans votre tête. Mais j'ai eu 3 grossesses et 3 premiers accouchements tellement différents. Et eux sont des professionnels. Donc, on finit par les croire. On finit par dire, oui, en fait, c'est dans ta tête. Donc, respire, détends-toi, prends tes médicaments. On m'avait dit, boire de la tisane. Buvez de la tisane, ça va pas, buvez de la tisane. Ou du lait chaud. Ça montre bien à quel point il est très, très difficile de prévoir l'accouchement. Pour nous, même après des années d'expérience, on se fait piéger régulièrement. Après, est-ce qu'il aurait fallu vous dire, c'est dans la tête ou pas, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais on ne sait pas quand l'utérus va décider de déclencher. Et c'est un problème pour nous permanent. Bon, toujours est-il que les douleurs ne passent pas et que le lendemain de la fête de la musique, vous vous retrouvez chez vos parents, hurlant de douleur. Je suis toujours chez mes parents, je suis toujours à compter les heures entre mes prises de médicaments pour stopper cette douleur qui ne s'arrête pas. Et vient le soir où je me dis, bon, je vais me coucher, j'en peux plus. Et là, je prends un coup dans le ventre. J'ai l'impression, que ça explose à l'intérieur. Et je me dis, c'est pas possible, je vais mourir, c'est pas possible. Et je mets la main sur mon ventre et je lui dis, tu sais, Pupus, moi aussi, j'en ai assez. Mais là, faut qu'on serre les dents autant, toi que moi. Il faut qu'on tienne jusqu'au mois de juillet. Ça va aller, t'inquiète pas, on va y arriver. Et ça va pas. Et je me relève et je vais réveiller mes parents en leur disant j'en peux plus, il faut faire quelque chose, aidez-moi. Et ma maman me laisse sa place dans le lit. Et tout d'un coup, je réveille mon papa et je lui dis écoute, 2 choses l'une. Soit tu me donnes un verre d'alcool, soit t'appelles les pompiers, mais là, faut m'aider. Là, je n'en peux plus. Et ma maman appelle le SAMU.
Et là, on lui pose toute une batterie de questions. Est-ce qu'elle a envie de pousser? Non, elle n'a pas envie. Est-ce qu'elle a pris ses médicaments? Oui, elle a pris. Est-ce qu'elle s'est fait un thé? Oui, c'est fait. Est-ce qu'elle veut prendre un bain? Non, elle n'a pas envie de bouger. Et tout d'un coup, ça agace ma maman. Elle lui dit, mais vous savez, c'est sa 4e grossesse. Et là, le ton change. OK, on vous envoie quelqu'un. Et je lui dis, mais ils arrivent d'où? Elle me dit Pontarlier. Je lui dis, mais Pontarlier, c'est à une demi-heure de chez mes parents. Je dis, mais c'est le bout du monde, je vais jamais tenir une demi-heure. Et elle me dit, décale-toi, mets-toi à la place de papa dans le lit, parce qu'il y avait plus de place. Et je m'accroche comme ça au bois de lit pour me déplacer. Et là, je suis bloquée. Stoppée net, qu'une envie, c'est pousser. Et là, ma maman me dit, surtout stop, ne pousse pas. Maman, tu as eu 6 enfants, explique-moi comment tu fais pour pas pousser. Fais le petit chien. Alors je commence à faire le petit chien, je dis mais c'est nul ton truc, ça marche Vous pouvez pas. nous faire le petit chien, comme ça vraiment à quoi ça... Personnellement, j'ai pas trop envie, mais la respiration assez courte, je dis mais et je le fais mais 30 secondes, je dis mais c'est nul ton truc, ça marche pas. Faut faire quelque chose. Donc vous serrez les dents en essayant de pas pousser. Et on va passer à l'histoire de Cindy. Donc Cindy, vous aviez déjà 2 enfants. J'ai déjà 2 enfants, mais une avec mon mari. Voilà. Et puis, vous demandez la main de votre mari. C'est pas banal, ça. Pourquoi c'est vous qui avez demandé la main de votre mari? Il a eu un gros problème de santé. Et donc, quand j'étais enceinte de ma première, j'ai cru qu'il allait mourir. Et donc, quand il est sorti de l'hôpital, je lui ai demandé de m'épouser, tout simplement. Donc, vous avez prévu le mariage pour le mois de juillet, 2 ans après. Voilà, pour juillet 2012. On prépare les faire-part, on envoie les faire-part, on réserve le traiteur, on réserve la salle. Enfin, tout était calé. Et puis, mois de septembre 2011, pas de règles. Je vais voir mon médecin, il me fait passer une écho. Et là, à l'écho, on voit un kyste, problème hormonal, bon, avec des examens, problème hormonal, machin. Bon, octobre, toujours pas de règles. Là, le médecin me dit, je te fais faire une prise de sang quand même, on sait jamais. Et là, on m'annonce que je suis enceinte de 6 semaines. Donc, avec une date d'accouchement prévue pour quand? Pour le 14 juillet, donc 7 jours après le mariage. D'accord. Comment réagissez-vous? Tant pis, on maintient tout et on y va. Alors, donc, il fallait porter cet enfant, préparer le mariage. C'est ça, assurer avec les 2 filles, déménager également parce que maison trop petite, la totale. La totale, et donc ça provoque quand même des contractions. Voilà, des contractions. À 5 mois et demi, je suis envoyée à l'hôpital. Ils me coupent le travail parce que le travail commençait à se faire. Donc, les médecins me coupent le travail, me demandent de rester allongée le plus possible. Et 1 mois avant le mariage, là, j'ai des contractions de plus en plus répétées et donc je retourne à l'hôpital. Je fais même des séances d'acupuncture pour m'aider à me détendre. Et les médecins me disent que de toute façon, il n'y a pas de raison que j'accouche pour mon mariage. Mais ils n'ont pas envisagé de vous provoquer cet accouchement? Alors moi, j'avais demandé à ce qu'ils me le déclenchent par mesure de précaution. Et, bien avant le mariage? Au moins 15 jours avant. Ouais. Vous auriez fait quoi, En fonction, sous réserve des conditions qui étaient présentes, oui, je crois qu'à posteriori, j'aurais envisagé de vous déclencher 1 semaine avant le mariage. Ça aurait été pas mal, peut-être. Mon gynécologue n'a jamais voulu provoquer mon accouchement. Donc, vous aviez pris combien de kilos? 13 kilos pour Jarod. Vous aviez pris une robe amovible? Alors justement, au départ, sur le choix de ma robe, j'avais une robe avec fermeture éclair. Et 15 jours avant le mariage, comme j'avais toujours pas accouché, les couturières ont assuré, elles ont enlevé la fermeture éclair et mis un système de lassage avec rajout de tissu. Elles ont même inséré un bandeau au niveau de la robe pour le maintien du ventre. Bon, toujours est-il que le jour du mariage arrive. Le jour du mariage arrive. Vous êtes dans quel état? Excitée.
J'ai des contractions, mais vraiment excitée par le mariage. Donc la veille, j'ai quand même pas mal de contractions. On avait fait... Julien ne dormait pas dans la même maison que moi la veille du mariage. Donc j'ai une amie qui est venue dormir à la maison pour pas que je sois toute seule. Et là, mes filles me font une crise, donc pas possible de dormir toute seule. Donc j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Vers 5-6 heures, j'étais debout. Et les contractions, toujours. Vers 6 heures, je me lève. Ça se calme un petit peu au niveau des contractions. 8 heures, le coiffeur arrive. Je m'installe, coiffeur, pour le chignon. Sauf que la position assise, je ne pouvais plus du tout. Donc j'ai fini debout. Et le coiffeur, debout sur une chaise pour finir le chignon, parce que je ne tenais plus en place. Pour lasser la robe, ils étaient à 4. Pour maintenir, les autres à lasser, et puis un qui poussait bien par devant pour que la robe soit bien maintenue en place. Quelle ambiance vous rigoliez? Moi je trouvais ça folklore. Au fur et à mesure où les gens arrivaient pour m'aider, parce qu'il y avait ceux qui s'occupaient aussi de mes filles. Quand ils voyaient ma tête, ils me disaient mais c'est pas possible, tu vas jamais tenir, la journée ça va pas aller. Les gens quand même, vous voyez, les gens, je voyais leur inquiétude. Alors que moi, je ne l'étais pas. Donc moi, je trouvais ça assez rigolo. Vous étiez concentrée sur ce projet de mariage. Oui, moi, je voulais me marier. C'était ce jour-là, je me mariais. Donc la robe, le lassage, après il y a les chaussures. Alors, vous avez prévu quoi comme chaussures? Donc les chaussures, j'avais des chaussures un petit peu comme celle-ci. Toute la semaine, je les portais tous les jours un petit peu. Et là, au moment de les mettre, j'ai jamais pu rentrer dedans parce que j'avais les pieds qui avaient gonflé. Donc, j'ai mis une paire de chaussettes, des baskets, et puis c'est parti en avant. Bon, donc vous partez à la mairie. On part à la mairie, je descends de la voiture, donc en plus, c'est pas non plus une grosse voiture, donc voilà, avec le gros bidon, on se débrouille comme on peut. Je dis bonjour à tout le monde. Là, j'avais des contractions, mais ça allait. J'étais dans l'ambiance d'un mariage. Et vous avez prévenu le maire que vous aviez des contractions? Donc le maire savait mon état, que j'étais à 1 semaine du terme, et par précaution, il a imprimé les documents du mariage, parce que c'est les actes officiels. Donc il les a imprimés au dernier moment. Quand il m'a vu arriver sur la place de la mairie, il a demandé à ce que ce soit imprimé. Est-ce qu'il a accéléré la cérémonie? Alors, on est entré, il a accéléré, puis il l'a dit clairement, j'accélère un peu la cérémonie vu votre état, parce que on voit que c'est compliqué. Les documents, j'ai pas pu me pencher, bien sûr, pour signer les documents, je les ai signés sur mon ventre. Et puis, ça a été une belle... pour moi, c'est un beau mariage. Mais vous souffriez quand même. Expérience. Oui. Au moment de l'échange des anneaux, j'ai dit à mon mari d'attendre 2 minutes parce que j'avais une contraction et j'étais en train de souffler. Donc, mais après, une fois avoir signé, le stress est descendu. Je sentais moins mes contractions. Donc, je me suis dit, les médecins avaient raison. C'est vraiment l'état de stress qui m'a aussi donné des contractions supplémentaires. Et là, je sors de la mairie en dernière avec mon mari. Sur le perron de la mairie, on fait les photos. Je descends les marches. Et là, j'ai stoppé net. Le maire a apporté une chaise pour que je puisse m'asseoir. Et vous nous raconterez la suite tout à l'heure. Sabine, alors vous en étiez à votre combienième? À votre deuxième grossesse. Oui, deuxième grossesse. À 3 semaines du terme. Donc c'était tout récemment, c'était en novembre dernier. Oui. Qu'est-ce qui se passe à 3 semaines du terme? En fait, on avait déménagé, on avait des travaux dans la maison. Donc en fait, l'été, j'avais eu des contractions, mais pas de travail. Des petites contractions, pas douloureuses, juste le ventre qui se durcit. Et donc le samedi matin, pareil, le ventre qui se durcit. Mais je veux dire, sur toute la matinée, on va dire 3-4 fois. Donc moi, on m'avait dit contraction pendant 2 heures régulières, donc scolaire. Pour votre premier accouchement, ça avait été rapide ou... Non, pas du tout. J'ai perdu la poche des os sans être en travail. Donc j'ai accouché 15h30 après. Ah oui, donc là, vous vous êtes pas inquiétée, vous vous êtes dit, oula, oui. J'ai le temps. Après, j'ai fait une sieste, du coup, après manger. J'ai dormi 3 heures. Bien. Et en fait, quand je me suis réveillée de la sieste, je me suis levée, je me suis un peu préparée. Et là, j'ai eu une petite douleur.
Et donc là, je me suis dit, bon, bah, ça sera pour dimanche ou lundi. Donc, vous décidez d'aller faire des courses. Vous aviez quelques... Non, en fait, j'avais pas préparé la valise. Et du coup, j'avais pas de pyjama à sa taille, en fait. Ma première était plus grosse. Et elle, on me l'avait annoncé beaucoup plus petite. Donc, du coup, j'avais pas du tout de pyjama. Donc, je me suis dit, je vais aller acheter... Demain, c'est dimanche, il n'y a pas de magasin. Enfin, je me suis dit, je vais aller acheter 3 pyjamas. Et à manger pour mon mari, pour la salle de maternité, chose que j'avais pas faite pour ma première fille. Donc, vous appelez votre maman pour qu'elle vienne avec vous. Oui. Elle vous dit qu'elle a des contractions à ce moment-là? Non, quand elle m'appelle, elle me dit tu es à la maison? Je dis oui, je bouge pas. Je pensais qu'elle allait me dire est-ce que tu peux me garder Lily, qui est la plus grande? Et non, en fait, c'était pas ça du tout. Elle me dit est-ce que tu peux venir avec moi? J'ai 2-3 courses à faire. Et ce matin, j'étais un petit peu fatiguée. Et bon, elle était quand même, elle a pris des précautions parce qu'elle n'est pas partie toute seule. Alors bon, je dis ben, j'arrive. Et j'habite à 5 minutes, donc 5 minutes après, j'étais chez elle. Et Donc, puis, qui conduit la voiture? Moi. D'accord. Des contractions en conduisant? Pour arriver au premier magasin, oui, j'ai eu une petite contraction juste avant d'arriver au parking. Mais rien qui m'a... Je conduisais, donc je veux dire... Vous l'avez remarqué, Sylvie? Qu'elle avait des contractions? Oui. Puis elle s'est tenue le ventre en conduisant. Et puis elle m'a dit maman, je crois qu'après tu vas conduire parce que je serai plus à l'aise sur le siège passager. Ça vous a inquiété? Un petit peu. Ça m'a plus inquiétée après lorsqu'on était dans le magasin. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au rayon boucherie? C'est là que j'ai eu la vraie contraction, la première de la journée en fait. La grosse contraction, il y avait des bacs à viande là. Et donc, j'ai pas pu faire autrement que de me mettre dessus et j'ai attendu que ça passe, en fait. Donc là vous êtes inquiétée, vous vous êtes dit, oui, je me suis inquiétée. c'est une grosse Sabine, contraction. il faut qu'on fasse vite. Et puis, on a fait vite. On a aux caisses. Ouais. On a fait vite. Et puis, arrivé à la caisse, Sabine a eu à nouveau une autre contraction. Et la caissière a compris tout de suite. Elle dit, vous n'êtes pas bien, madame, vous voulez que je vous passe tout de suite? Il y avait un monsieur qui était en train de ranger ses courses. Ouais. Il dit, non, on a bien quand même 1 minute. On a que 3 articles. Ça va passer, ça va passer. Et elle t'a demandé, c'est pour quand? Elle me dit, c'est pour quand? Je dis, normalement pour 15 jours, mais je pense que ce sera pour ce week-end. Voilà. Et donc, puis alors, vous êtes sortie? On a passé la caisse, ouais. Et puis, nous voilà partis dans la galerie où on passe devant un institut de beauté où travaille la meilleure amie de Sabine, qui était devant. On lui fait coucou et puis on rentre pour lui faire la bise. Et puis, voilà. Sabine, après... Enfin, on était à 4-5 mètres l'une de l'autre, donc je ne pouvais pas partir sans lui faire une bise. Donc, j'arrive vers elle et elle me dit oh, mais qu'est-ce qu'il a, ton ventre? Elle me regarde avec... je dis rien. Je dis, je viens d'avoir une contraction. Je dis, mais peut-être que ça vient de là. J'avais toujours eu le ventre tout rond. Et là, elle m'a dit qu'il pointait vers le bas. Et donc je lui fais un bisou. Et là, une contraction qui monte. Et donc, pareil, deuxième fois, c'est la deuxième contraction forte de la journée, en fait. Donc là, je me mets sur leur caisse, du coup, une deuxième fois, là, pour respirer. Et là, par contre, j'ai senti un clapet. Donc là, je les ai regardés limite en souriant. Je dis, c'est la poche des os. Donc elle me dit, va vite dans les WC. C'était juste là. Je vais te chercher des serviettes. Puis après, là, tout s'est enchaîné. Dans les toilettes, une autre contraction. Et je dis à Sabine, faut peut-être qu'on appelle les pompiers. Non, t'appelles Jérémy, tu lui dis qu'il faut qu'il m'amène à la maternité. On va finir d'arriver à la maison, ça va aller. Jérémy, c'est votre mari? C'est moi, voilà. Donc, je ne voulais pas la stresser, j'écoutais. Et puis, tout de suite après, une autre contraction. Je dis là, Sabine, cette fois, on appelle les pompiers quand même. Là, j'ai dit oui. Là, elle a dit oui. Donc, vous appelez les pompiers? Tant qu'ils arrivent, me tarder. Et puis, dans ma tête, sans rien dire à Sabine pour ne pas la paniquer non plus, j'ai dit, il va falloir que je me mette dans la peau d'une sage-femme. Vous-même, vous avez eu combien d'enfants? 2. Vous avez déjà assisté à un accouchement? Non. Donc, quand même, j'imagine que les questions doivent défiler à vive allure dans ce genre de situation. Oui, je me préparais. J'ai dit comment il va falloir que tu fasses. Alors, j'avais prévu vite de me nettoyer les mains avec du gel, de demander des serviettes, parce qu'on était à l'Institut de beauté, donc il y avait tout ce qu'il fallait comme nécessaire toilette. Et puis, en dernier recours, j'ai dit si vraiment je vois la tête du bébé, je demanderai au supermarché de faire un appel dans le magasin s'il y avait un médecin pour venir m'aider. Parce que mon inquiétude, c'était si le bébé avait le cordon autour du cou ou si elle pleurait pas dès qu'elle sortait. Alors là, je ne savais pas quels auraient été les gestes à faire. Pensez à tout ça? Oui.
Ah oui, dingue. bah, j'avais tellement peur que je voulais que tout se passe bien. Je pense. Ouais. Et donc, vous l'avez fait vous avez fait faire un appel au micro? Non, parce que les pompiers sont arrivés avant. Bon. On a Donc passé- là, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes équipé de votre gel, de vos serviettes, etc. Oui, ils étaient Vous très, étiez où très à ce gentils. moment-là? Donc moi, c'était un cabinet handicapé, donc très très grand. Donc j'étais sur le WC. Et donc en fait, il y a une première contraction qui est arrivée. Et là, puissance, je sais pas combien. Je pensais la poche des os qui était partie, qui a fait que les contractions étaient beaucoup plus fortes, je sais pas. Mais toujours. La tête va se positionner beaucoup plus dans le bassin une fois la poche des os rompue. D'ailleurs, à ce titre, quand dans une salle de naissance, la sage-femme rompt la poche des os artificiellement, en général, c'est dans le but d'accélérer le travail. D'accord. Donc là, je parlais que de la péridurale à mon ami. J'avais mon ami qui était devant moi pendant que ma maman était au téléphone avec tout le monde. Oui, trop Et je tard. lui disais, mais la péridurale, qui c'est qui va me la faire? J'en rêvais, mais bon, je savais très bien que... Et donc là, après, j'ai compris que ça se ferait là, de toute façon. Puis j'étais en train d'appeler les pompiers. Donc je lui ai dit, tu prends le sac de course, tu me donnes une bouteille d'eau, il faut que je mange et que je boive. Et après, c'est parti, quoi. Vous avez demandé à manger à ce moment-là? Ouais. Ça alors, c'est une drôle d'idée, non? Pourquoi vous vouliez manger? Je savais que ça me ferait du bien, il me fallait des forces en fait pour. J'ai eu ce besoin là, alors je lui ai demandé, elle m'a donné à manger et à boire. Après, quand et- est-ce qu'on remange aussi? Ça Ouais, alors, ouais, c'est- ouais. Non mais c'est vrai, ouais. Non, mais alors, un commentaire de ça, encore une fois, je crois que c'était une mauvaise idée, parce que si vous aviez dû l'anesthésier, Non mais c'était impossible. Alors voilà, dans ces conditions-là, de toute façon, je pense qu'on n'a pas pu anesthésier le grand mot. C'est très courant, on a très fréquemment des femmes au moment de l'accouchement qui nous demandent de l'énergie, qui nous demandent des forces. Certaines viennent, alors nous on a j'ai des patients qui des fois arrivent avec des bananes dans le sac, etc., etc. On essaie de les réguler parce que, et c'est pas valable dans tous les pays, en France on a la tradition de proposer des accouchements estomac vide. Il y a des pays d'Europe dans lesquels la tradition veut que ce ne soit pas ça. En Allemagne, par exemple, si mon information est bonne, on leur fait manger des choucroutes au moment alors où... elles arrivent l'estomac plein. Elles arrivent l'estomac plein parce qu'on considère qu'elles vont faire moins d'hypoglycémie. Alors nous, on perfuse les patientes à l'hôpital ou en clinique. Donc à partir du moment où elles sont perfusées, on peut leur amener du sel, du sucre, etc., etc. Là, c'est pas le cas. Il y a probablement une petite hypoglycémie de par le travail qu'elle a eu, etc., etc. Et vous avez probablement eu un besoin de sucre qui est dû au fait que le corps va réclamer de l'énergie. Donc, vous mangez, vous buvez. Ils en sont où, les pompiers, là? Ils sont toujours pas arrivés? Non. Et votre mari, il était où? Il était Il chez était à la moi, maison. mais Donc, vous l'avez appelé? Je l'ai appelé et c'était prévu que ce soit ses parents qui gardent Lily quand Sabine partirait accoucher. Je lui ai dit, Jérémy, appelle vite tes parents qui viennent chercher Lily parce que Sabine est en train d'accoucher. Il vous demande où? Oui, il lui a dit, on est au supermarché. Et à ce moment-là, je pensais, Sabine aussi, on pensait encore qu'elle pouvait être transportée à la maternité. Et les pompiers sont arrivés rapidement, 10 minutes après, mais dans ce moment-là, les 10 minutes, elles semblent très très longues. Et dès qu'ils sont arrivés, la dame, il y avait une dame pompier, de monsieur et une dame, elle a dit, elle va accoucher ici, elle n'est pas transportable. Donc je suis sortie des toilettes, je suis allée voir la responsable de l'institut, je lui ai dit, il nous faudra d'autres serviettes et des nécessaires toilettes parce qu'elle va accoucher ici. Votre mari arrive? Oui. Et il devait être complètement affolé, lui, non? Oui, parce que je l'ai appelé 3 fois. Je l'ai appelé la première fois pour lui dire d'appeler ses parents, de prévoir et de venir chercher Sabine. en fait tu lui as dit, elle a perdu la poche des os. Oui. Donc lui il s'est dit, Lily, poche des os, 15h30 elle est née, je suis large. Sauf que après elle l'a rappelé et... Oui. Après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, on a appelé les pompiers, faut se dépêcher parce que ça devient urgent. Et la 3e fois, Sabine m'a dit, tu rappelles Jérémy, quand ils nous ont dit qu'elle accoucherait à l'Institut, tu appelles Jérémy, tu lui dis d'amener un baby gros, un body et des petits chaussons, voilà, que le bébé ait tout ce qu'il faut ici. Et au moment où j'appelais Jérémy au téléphone, j'étais à côté de Sabine et une contraction arrive. Et Sabine, elle criait, d'ailleurs ils ont été obligés de fermer l'Institut, hein. Elle criait comme une femme en salle d'accouchement. Et Jérémy, mais c'est là qu'il a compris vraiment l'urgence. Il dit, c'est pas vrai, hein. Mes parents n'arrivent pas. Et il commençait à stresser. Et il est arrivé... Quoi, ces larmes, tout d'un coup? C'est le souvenir. Et alors, quand il est arrivé, lui, donc ça vous a soulagé? Oui. Tout est passé très très vite parce que Jérémy est arrivé, Manon est née dans les 5 minutes qui suivaient. Oui, à peine. À peine, ouais. Ah ouais. C'était le moment qu'il arrive. Ouais. Il y a un pompier qui vous a proposé gentiment son aide. Oui, mon mari n'était pas encore arrivé.
Il m'a proposé sa main. Mais Enfin, gentiment. il Non, ne non, vous a mais- pas demandé Non. votre main, il vous a proposé sa main. Il m'a dit, si jamais vous avez besoin d'aide, vous voulez prendre ma main, n'hésitez pas. Et donc, sa collègue, la femme pompier, donc lui a dit, si tu tiens à ta main, ne lui donne pas. Et donc, il lui a Et pas moi, je donné. lui ai dit, Oui. non, laissez faire, c'est pas nécessaire. Et donc, quand votre mari est arrivé, vous avez poussé. Et Manon est arrivée. Ça s'est bien passé? Oui, en fait, j'ai senti quelque chose. Et donc là, je lui ai dit, à mon avis, c'est tout de suite. Elle me dit non, non, non. Et je dis, bah regardez. Elle me dit, ah oui, effectivement, il a la tête. Donc là, elle s'est mythe. Elle me dit, oui, vous avez raison. Donc elle me dit, poussez. Je lui dis, attendez, j'ai une contraction. Et donc, quand la contraction est arrivée, j'ai poussé. Et elle m'avait dit, par contre, vous poussez, vous me la sortez immédiatement. Et en fait, j'ai poussé, elle est sortie tout de suite. Et c'est elle qui l'a accueillie? Oui. Oui. Elle l'avait déjà fait ça? Je pense qu'ils ont des formations. Alors, pour Peut-être. participer à la formation d'ambulanciers, c'est pas les pompiers, et pour avoir pas mal d'amis pompiers, c'est assez amusant parce que on a des grands gaillards qui n'ont pas peur d'affronter le feu, des accidents de voiture, etc., et qui, pour leur majorité, sont quand même très, très angoissés à l'idée. C'est un petit peu l'éléphant et la souris. La femme enceinte leur fait une peur bleue. Ils ont qu'une seule envie, c'est pick and go. On vous prend, on vous emmène à la maternité, et quand ils nous posent les patientes, on a vraiment l'impression que c'est une boule de feu. Tenez, c'est bon, maintenant c'est vous, quand elles n'ont pas encore accouché. La bombe. C'est vraiment, on vous envoie la bombe. Ils ont des formations dans leur cursus, il y a des formations. Maintenant, la formation à l'accouchement, au chevet de la patiente, sans avoir la technicité d'un hôpital, la technicité pour aider un bébé à sortir, faire une césarienne éventuellement, faire une péridurale ou autre, au final, on ne peut pas faire grand-chose, qu'on soit pompier ou obstétricien. Au final, on va accompagner la patiente et espérer que ça se passe bien. Donc, ce bébé sort. J'imagine, vous, Sylvie, que vous êtes toujours à l'extérieur au téléphone Oui, j'étais avec devant tout la le monde. porte. J'étais devant la porte. Et vous j'attendais. avez dû entendre le bébé crier. Oui. Et alors, réaction? Bon je suis rentrée directement. J'ai ouvert la porte, je suis rentrée. J'ai regardé ma fille, ça allait. J'ai fait un bisou. J'ai regardé la petite toune, voir si tout allait bien. Et j'étais soulagée. J'étais soulagée d'entendre pleurer le bébé. Ouais. Et là, vous avez eu un réflexe, Sabine, que vous êtes complètement déshabillée. En fait, j'avais peur qu'elle baisse en température et j'ai dit enlevez-moi vite tous mes vêtements. Je voulais qu'elle soit contre moi et qu'elle ne perde pas. C'est un bon réflexe? C'est un très très bon réflexe parce que finalement, en dehors d'un problème de rythme cardiaque fœtal qu'on ne pourrait pas dépister de toute façon dans un supermarché ou à la maison, le principal danger pour un bébé qui arrive humide, il ne faut pas oublier que le bébé dans le milieu maternel est à 37 degrés de température, dans une atmosphère complètement protégée, et va se retrouver dans un milieu où, au maximum, si la pièce a été bien chauffée, on va dire qu'elle peut faire 25 degrés, grand maximum, donc on a 12 degrés d'un coup, en sortant mouillé, et en étant tout petit, parce que le bébé est vraiment tout petit. Donc le risque principal, c'est une hypothermie. Le réflexe vraiment qui a été excellent, c'est de se servir de la chaleur de maman, indépendamment de la chaleur humaine, mais de la chaleur technique de maman, pour protéger le bébé, éventuellement le sécher délicatement et le couvrir pour limiter au maximum les échanges thermiques. Il faut penser aussi, tout en laissant respirer bébé, à, si possible, couvrir la tête, parce que la tête représente, via un bonnet ou un petit... Un bandage, un petit ils avaient châle. pris un Voilà, bandage, voilà. ils avaient fait un nœud au bout et ils Bah, avaient mis le bandage. La superficie de la tête d'un bébé est beaucoup, beaucoup plus importante que la nôtre. Donc une partie du refroidissement va passer par la tête. Donc il faut essayer de protéger bébé tout en lui permettant de respirer. Le deuxième risque, c'est le cordon. Est-ce qu'il faut couper le cordon? C'est un geste à ne pas... Les pompiers n'ont pas eu le droit, là. hein. Ils l'ont pas fait, fait, ils attendaient le SAMU. Vu En que le fait- SAMU n'était pas là, Ouais. ils ont... On dit clamper peut-être, non? Ouais, Voilà. ils peuvent clamper le Donc cordon. ils ont clampé et par contre, c'est les médecins, quand le SAMU est arrivé, qui, eux, ont fait ce qu'il y avait à faire. En fait, on a attendu le SAMU. Mais pourquoi Ouais. ne faut-il pas le faire soi-même, ça? Alors, en fait, dans les accouchements inopinés, qui représentent finalement très peu de cas, quand on reprend les chiffres, on a aux alentours de 3000 accouchements inopinés en France par an sur 800 000, donc on a 0,5%. Donc il y a quand même une gestion au final qui est pas mal. Il y a quand même peu de fois où vous accouchez, mesdames, à la maison ou à proximité de la maison. Le danger, ça va être l'intervention de gens qui, plein de bonnes intentions, vont, pourquoi pas, essayer de couper un cordon avec des instruments qui peuvent être sales, avec des instruments qui peuvent être mal aiguisés, risquer de blesser le bébé, blesser le cordon. Donc,
la consigne, c'est finalement d'aider en sécurisant, en protégeant le bébé, en protégeant la maman aussi, pour éviter qu'elle tombe, pour éviter que le bébé ne tombe, pour éviter qu'il se refroidisse, de sécuriser tout le monde, mais d'intervenir de manière active le moins possible, parce que l'accouchement se fait tout seul, en fait. On a combien de temps pour couper un cordon après un accouchement? En fait, ça va on peut laisser le cordon, entre guillemets, branché pendant très longtemps, puisque plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, puisque de toute façon, une fois le placenta décollé, il va s'arrêter de fonctionner et le cordon va stopper son fonctionnement. C'est comme ça que ça se passe chez les animaux, j'imagine, Exactement. chez les mammifères? Exactement. Ouais. Le cordon, alors certains mammifères vont couper de manière active avec leur mâchoire, par exemple. La maman coupe son cordon. Mais en tout cas, les interventions extérieures sont vraiment à prohiber là-dessus. Il ne faut pas toucher au cordon. Donc, le SAMU est arrivé, vous êtes parti à l'hôpital avec votre bébé? Voilà. À l'hôpital, je suis arrivée en salle d'accouchement, donc les sages-femmes m'ont prise en charge. Combien elle pesait? 3,1 kg. Donc, Beau bébé. tout allait bien. Oui. Alors, on va revenir au jardin de Sandrine et de Nicolas. Donc là, vous vous allongez dans l'herbe au clair de lune. La rosée est déjà là. Et qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Vous appelez les pompiers? J'ai une dame du SAMU. Du au SAMU, téléphone. mais qui ne peuvent être là que une demi-heure. Ouais, ils ont une bonne demi-heure de route. Elle réalise l'urgence de la situation? Elle a réalisé une fois qu'elle a entendu la petite pleurer. Ah bon, là, c'est comme la cavalerie, là. Là, c'est quand même un peu tard. Qu'est-ce qui se passe, alors? Donc, vous vous allongez dans l'herbe. Vous savez, Sandrine, que vous allez accoucher tout de suite? Alors, si vite, peut-être pas, parce que j'ai poussé qu'une fois, au final. Non, j'ai pas le temps de réaliser. Vous étiez dans quel état, vous? Ah, pas du tout affolé. Ah bon? Moi, je voulais voir où c'est que ça en était et il me tardait juste que les pompiers arrivent. Vous n'étiez pas affolé? Pragmatique. Non. Et alors, vous regardiez où ça en était? Et je voulais voir, oui. Et alors le problème, c'est que elle avait mis un legging. Donc, il a fallu enlever le legging. Ouais. Ensuite, il a fallu enlever la culotte. Alors là, les jambes écartées, envie de pousser, c'est très compliqué. Ouais. Donc, on a réussi à décaler la culotte. Et à ce moment-là, j'ai vu une petite boule. Donc, je me suis dit, ça, c'est la tête. Ouais. C'est pour moi. Perspicace. Vous êtes dit, c'est pour moi. C'est pour moi. Et là? Et là, je la vois commencer à pousser. J'ai dit, là, si tu pousses, il faut y aller parce que moi, j'avais peur qu'elle reste coincée. Ouais. J'avais peur que ça reste coincé. Pour Lucas, j'avais vu la sage-femme mettre les mains et accompagner, tirer en même temps de chaque poussée. Ah, vous aviez voulu regarder? Parce que souvent, Oui. les hommes restent un peu derrière. Quand même. Non, moi, je suis curieux. Ah bon, J'avais assis à tout, je voulais... Oui. D'accord. Ouais. Donc, du coup, je voulais voir si je sentais le cordon au cas où qu'il soit autour du cou, comme savoir. Et vous vous étiez lavé les mains? Même pas eu le temps. J'y ai pensé après. Le fait qu'il ne se soit pas lavé les mains, c'est au final pas si grave que ça, parce qu'on n'est pas du tout dans un milieu stérile. De toute façon, on a accouchement dans le jardin. Donc, les bactéries, elles nous entourent de partout. Donc, au final, ça aurait sans doute pas changé grand-chose. La preuve, c'est que l'enfant va très bien. Le fait de passer les mains, ça doit, je suppose, vouloir chercher des repères pour essayer de se rassurer. Je pense que vous avez voulu vous rassurer comme ça. Sûrement, je pense voir un peu dans quoi on allait. Voilà. C'est impressionnant, quand même. Et puis, du coup, elle se met à pousser, mais un bon coup. Et là, elle sort. Donc, c'est vous qui les... Je la réceptionne. Dans ses bras, Ouais, je la réceptionne. Les liquides au sol, dans l'herbe. Heureusement, c'était de l'herbe, donc épongé par la terre. Voilà. Et la petite dans mes mains, directement. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, j'ai toujours mon téléphone coincé entre mon épaule et mon oreille, avec la dame du SAMU. La petite se met un peu à bougeoter à peine. Elle se met à pleurer. Et donc la dame du SAMU me dit « Mais c'est la petite que j'entends ». J'ai dit « Oui, ça y est, elle est née ». Et là, elle me dit « Alors surtout », et là viennent les très très bons conseils du coup, parce que ça, j'aurais peut-être pas forcément su faire. Mettez l'enfant sur le ventre de la maman et couvrez-la, mettez-lui des couvertures, tout ce que vous avez de chaud, couvrez-la. Voilà. Et donc, vous avez fait du pot à pot aussi? Oui, j'ai eu le même réflexe. C'est vrai que tout de suite, j'ai dit, mets-la contre moi. De toute façon, pour gentil, je crois que les boutons de la robe, de toute façon, elle était déjà foutue, ont sauté. Donc, je l'ai mis tout de suite contre moi. C'était mon appréhension qu'elle ait froid. Voilà. Et alors, vous étiez dans quel état, vous? Émotionnel?
Là, quand elle est arrivée dans les bras de son papa, c'était j'ai rigolé, j'ai souri, c'était vraiment un soulagement. Après, il y a eu, en suivant cette phase vite, faut pas qu'elle ait froid, pas de souci, elle respire, on l'entendait pleurer, mais c'était que du bonheur. Enfin, vraiment, c'était magique, quoi. Et le SAMU est arrivé alors? En priorité, en premier, les pompiers. Ouais. Les pompiers sont arrivés en premier. Donc, elle a été prise en charge avec le brancard directement. Ils l'ont déplacée dans le camion au chaud. Ils m'ont mis la couverture de survie tout de suite. Et elle est restée dans le camion avec les pompiers le temps que le SAMU arrive. Voilà. Et on s'est retrouvés les deux camions côte à côte dans le quartier. Et c'est vrai qu'on a attendu aussi pour le cordon, le SAMU. Le SMUR qui est arrivé, qui a autorisé Nicolas à couper le cordon dans le camion des pompiers. Et alors là, je vous vois vous tenir le ventre, là, c'est pas pour aujourd'hui, rassurez-vous. Non, c'est que je le sens bouger. Il n'y a pas de contraction, Je le sens là. bouger. Non, je vous rassure, je vais pas coucher sur le plateau. On a des canapés Au pire, on a les professionnels, mais non, du tout. Alors, Carole, on en était où? Alors, vous étiez Dans le lit de mes parents. en train de faire le petit chien, enfin, essayer de faire le petit chien. Qui ne fonctionne pas, toujours pas. Essayez de ne pas pousser. Et voilà, et surtout avec le conseil, ne pousse pas. Et j'y arrive pas. Et j'entends des bruits de rangers dans les escaliers parce que mes parents habitaient un HLM. Donc ça résonne bien. Et je vois une petite nana arriver avec un grand sourire. « Bonjour, je m'appelle Céline, je suis sage-femme libérale. Je viens voir où ça en est. » Et vous l'aviez appelée, elle? Pourquoi elle venait, elle? Non, elle a reçu le message en même temps que les pompiers, parce que le SAMU a envoyé des messages à tout le monde. Et elle arrive, et les pompiers lui emboîtent le pas, et je me retrouve avec 3 pompiers, 3 amis. « Salut Caro, comment ça va ?» Et je suis comme ça. « Ça va, merci !» Et là, Céline les regarde, elle me dit « Je vais ausculter avant de poser le monito, on va voir où ça en est. » Et là, elle regarde et elle dit « Bon les gars, c'est pas le tout, mais il faut tout préparer pour le bébé. Il y a les cheveux, il y a la moitié de la tête qui est sortie, donc on y va. » Et là, je me dis oh, « Ça y est, enfin, libérée. On va enfin m'aider, ça va enfin, le calvaire va s'arrêter. » Et là, je dis à ma maman « Appelle Jacques, donc mon mari, parce que lui, il est à la maison, donc à 110 km d'ici. » Elle l'appelle, elle lui dit « Écoute, c'est pour maintenant, donc ne viens pas, tu n'auras pas le temps. » Donc Céline est arrivée à 1h10, les pompiers à 1h11, Fanny est arrivée à 1h17 et le SAMU à 1h22. Ah oui, d'accord. Donc j'avais mon bébé dans les bras et pas peur, détendue, j'étais bien, Céline et ma maman très complémentaires, ma maman avait déjà préparé plein de serviettes, de choses comme ça. Et en attendant d'être transférée dans le camion des pompiers, eh bien, Céline tend un linge-éponge à ma maman. Elle lui dit « Allez le passer au micro-ondes, justement pour le chauffer, pour garder la petite au chaud, en même temps qu'elle était contre moi. » Et elle rappelle mon mari en lui disant « Bon, bah écoute, c'est fait, tout va bien, elles vont bien. » Je dis « Mais c'est pas possible, ça fait pas 5 minutes. » « Si, je te promets, tout va bien. » Et donc, en fait, c'était un super bon moment d'avoir votre fille sur vous, d'être dans le calme. C'était très bien. En plus, j'avais la position que je voulais. J'avais les pieds ancrés dans le matelas. J'étais pas comme à la maternité où on a les pieds dans les étriers, où il faut tout faire à la force des bras, où c'est très directif. Là, c'était vraiment maternisant. Voilà. Et puis, très rassurant. Parce que il y avait mes parents, j'étais chez eux, les pompiers, je les connaissais, et Céline est arrivée avec tellement détendue, tellement souriante. À aucun moment, je me suis dit, mais oh, mon Dieu, t'es en train d'accoucher, et puis t'es pas à l'hôpital, et puis qu'est-ce qui va se passer, et comment ça va se dérouler. Donc après, justement, vous avez été transférée à l'hôpital, et alors là, vous avez eu quand même quelques heures un peu difficiles. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, mon corps met plus de 24 heures pour réaliser. Donc, entre la rapidité de l'accouchement et l'adrénaline, je tremble pendant plus de 24 heures. Et on vient me voir. Tout
tout le temps, ça frappe à la porte. Plus les coups de fil, les visites, parce que forcément, c'était 1h du matin, donc toute la famille était au courant dans la matinée, donc entre les visites, les coups de fil, et le vendredi, vers 2h du matin, j'allaite ma puce, et là, elle s'endort sur moi, et là, enfin, je réalise et je comprends. Ça y est, je suis maman, tout va bien. Et là, je m'éteins et je m'endors avec elle. Il y a un détail quand même qui vous turlupinait. À quoi vous pensiez? Oui. Le truc très bête, c'est que le vendredi matin, j'ai appelé ma maman en lui demandant si c'était vrai, tout ce qui s'était passé. Et je voulais savoir comment allait son matelas. Savoir si j'avais pas, entre guillemets, ruiné son matelas. Et elle me dit, mais pourquoi t'as pensé à ça? Elle m'en parle encore maintenant, elle me dit, mais... Et alors, il était ruiné ou pas? Rien. En fait, elle avait tellement bien préparé la chose, qu'il y avait tellement de serviettes éponges sous moi, que non, tout allait très bien. Oh, super. Alors, on va retourner à la mairie avec Cindy. Donc, on vous a laissé sur le perron, où là, vous sentez, vous aussi, qu'il y a un problème de poche des os? Ah oui, donc je suis assise sur ma chaise et là, je descends clairement d'un étage. Enfin, j'ai l'impression de descendre d'un étage. Et je crie à mon mari, je perds les os. Et je vois la voiture arriver devant moi. Il m'ouvre la porte, il me dit, tu montes, je t'emmène. Non. Là, je ne bouge pas de ma chaise. Je suis incapable d'aller où que ce soit. Un ami appelle les pompiers. Là-dessus, les pompiers lui donnent les premières instructions. Donc, la remonter à l'intérieur de la mairie, la déshabiller. Donc, la belle robe. Voilà. Donc là-dessus, à 4, ils m'ont portée sur la chaise. J'avais des cousines et des cousins qui étaient encore sur place et certains témoins. Donc, sont allés chercher des couvertures dans leur coffre. Quelle est l'ambiance générale là? C'est Je sens autour de moi que c'est le branle-bas de combat et que c'est la panique, enfin, alerte générale. Le maire va à la pharmacie, parce qu'il y a une pharmacie juste à côté de la mairie, donc le maire va à la pharmacie également demander nécessaire de soins. Les invités sont où? Les invités sont partis au vin d'honneur. Ouais. En fait, on avait dit, c'est pas la peine que de faire un attroupement. Il y avait un témoin qui avait commencé à faire un cortège pour aller au vin d'honneur. Et en fait, sur la route, ils croisaient les pompiers. Ils ont croisé plusieurs camions de pompiers. Et là, je me suis retrouvée nue sur les couvertures dans l'entrée de la mairie. Et donc, un pompier me parle. Là, il y a des pompiers qui arrivent. Il me parle, il m'examine, il me dit vous n'êtes pas transportable, vous allez accoucher sur place. Je dis oui, ça, il n'y a pas de souci, aucun problème. Mon mari s'est mis à genoux derrière moi pour me faire un dossier pour que je sois surélevée. Oh, c'est mignon. Voilà. Enfin, c'est quand même le pompier qui lui a dit de le faire. Mais il l'a fait. Le pompier m'a dit j'ai poussé 3 fois et le petit était là. C'est pratique pour la déclaration à l'état civil. C'est ça, c'est ça. Vous étiez sur place. Mariage, naissance dans la foulée. Alors, comment s'appelait-il, ce petit garçon? Donc, Jarod. Jarod. Ouais. Donc là aussi, vous l'avez prise? Donc là, ils me l'ont posé tout de suite. Après, avec les pompiers, c'est vrai qu'ils ont les couvertures chauffantes, donc ça aide beaucoup. À ce moment-là, le SMUR est arrivé avec le médecin du SMUR. Quand il a constaté que le petit était déjà arrivé, comme il dit, j'ai plus rien à faire, c'est bon. Ils ont donné le clamp à Julien pour qu'il puisse couper le cordon. Donc, et vous étiez dans quel état, vous? Soulagée et prête à repartir faire la fête. On vous en a empêché? Oui. Ouais. Là, ils m'ont mis dans le camion. Donc, en sortant de la mairie, les gens avaient entendu. Il y avait un drap qui a été tiré quand même, parce que c'est des baies vitrées, donc pour préserver l'intimité. Et en sortant, tous les gens qui étaient sur la place applaudissaient quand j'ai été transportée dans le camion de pompiers. Et moi, j'étais prête à retourner faire la fête. Et le médecin m'a dit, non, on vous transporte à la maternité. Vous avez des examens à vous faire passer. Pour Jarod aussi, vous n'avez pas accouché dans des circonstances normales. Donc, et alors, qu'est-ce qui s'est... Vous avez refait la fête après? Pour l'instant, on n'a encore rien fait, mais on a prévu de refaire quelque chose pour qu'on célèbre ça et que je sois présente cette fois-là. Donc, on va accueillir vos enfants. Alors, il va falloir que vous m'aidiez pour les prénoms. Jarod. Fanny. Oui.
Lorena. Alors, il y a quand même une anecdote sur le prénom de Lorena. Ah oui, on l'a su. Vous l'aviez choisi avant. On l'avait choisi le prénom avant et on a su à l'hôpital, c'est la sage-femme qui nous l'a dit, que Lorena en basque, ça veut dire petite fleur. C'est incroyable. Elle devait déjà le savoir. Alors, les voilà. Donc, il y a Luca, Lorena, Jarod, une petite Fanny et Manon. Alors, est-ce que ces naissances particulières, un peu rocambolesques, ont fait que vous avez un lien particulier avec cet enfant, Sandrine? Oui, moi, avec Lorena, je suis fusionnelle avec Luca, mais avec Lorena, on est beaucoup dans le tactile. Notre relation est basée, sur beaucoup de câlins, très proches. Vous pensez que c'est dû à ça? Plus, oui, ce côté sensible, vraiment tactile. Après, je suis comme ça par nature, mais avec Lorena, elle l'exprime comme ça. Est-ce que d'avoir accouché comme ça vous a donné envie de poursuivre l'expérience ou au contraire d'avoir un accouchement plus médicalisé? Comment vous envisagez d'accoucher, là? Avec le recul, là, c'est vrai que quand je prends en compte tout ce qui est mesures d'hygiène, etc., peut-être que ça me rassurait davantage d'avoir un milieu médicalisé, mais je n'ai pas peur si ça doit arriver encore une fois ailleurs. Voilà, je sais que je suis bien entourée, donc j'ai pas peur, j'apprendrai. Carole, vous avez un lien particulier, vous, avec Fanny? Oui. Après, c'est compliqué parce qu'il y en a 3 autres. Donc, moi, je m'en rends pas compte, mais mes amis me le disent. Quand il arrive quelque chose à Fanny, on m'a déjà dit, c'est la panique dans ton regard. Et en plus, elle a fait la coqueluche à 5 semaines. Donc, j'ai dû lui faire du bouche à bouche à nez pendant que mon mari nous conduisait aux urgences. Donc, ça sert encore un peu plus. Et elle a des liens aussi avec Céline, qui est sage-femme, mais surtout avec ma maman. C'est pas possible à décrire. C'est pas possible à décrire. Non. Vous pensez que c'est dû à l'accouchement? Oui. Et puis, comme a dit une de ses sœurs, ça va te faire quand même une super histoire à raconter à tes petits-enfants quand même. Et vous, Sabine? C'est peut-être trop tôt pour arriver à juger. Je pense pas que ça change quelque chose par rapport à ma première fille. Pour l'instant, je dirais que non. Elle est mignonne. Très joli bébé. Et vous, Cindy? Non, moi, ça ne change rien. J'ai le même rapport avec Jarod qu'avec mes filles. Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retire de vos expériences respectives? Si vous aviez un conseil à donner à des téléspectatrices qui nous regardent, qui sont enceintes ou sur le point d'accoucher. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Vous diriez quoi? Moi, je dirais que nos grand-mères, vous n'avez pas tout le confort qu'on peut avoir nous maintenant avec la péridurale, etc. Et quand pour le bébé, c'est le moment de sortir, peu importe l'endroit. Faut s'écouter. C'est ça, il faut écouter son corps, il faut se faire confiance et pas paniquer, quoi. De toute façon, la nature, elle est bien faite quand même. Moi, je l'ai vécu comme un travail d'équipe avec ma fille. Moi, je l'ai accompagnée et elle m'a guidée jusqu'au bout aussi. Je l'ai vécu comme ça. Vraiment en communion avec elle. Oui, vraiment. On s'est écouté, fait confiance et c'est ce lien aussi qui reste aujourd'hui. Voilà. Très bien. C'est une mère nourricière, votre fille. Ah oui, je ne vois tout le monde. Oui. Voilà, à ce côté. Alors peut-être avec Sylvain, quelques conseils. On retient l'histoire du vernis, c'est important. Au moins laisser un ongle au naturel. Pour les accouchements inopinés dans vos situations, la règle de base, c'est primum non nocere, c'est-à-dire en premier, ne pas nuire. Les intervenants extérieurs doivent protéger la femme qui est en train d'accoucher. Attention, par exemple, aux accouchements au bord d'une route. Si la voiture est arrêtée sur le bord d'une autoroute, c'est extrêmement dangereux, donc on essaie de se mettre dans une zone sécurisée. Protéger le bébé qui arrive, on va le réchauffer en particulier, on va le mettre contre sa mère, le sécher délicatement et le protéger du monde extérieur. Et le plus rapidement possible, bien sûr, appeler les secours. Dans l'ordre, traditionnellement, les pompiers vont arriver en premier pour un problème de proximité. Ils sont en général à proximité et le SMUR suit juste après. Il y a quelque chose d'assez cocasse. Je trouve qu'à chaque fois
que vous avez décrit ces accouchements, vous les avez décrits comme le fait qu'ils vous appartenaient peut-être même plus que vos autres C'est accouchements. ce que disait Sandrine. Ouais, Elle a senti un double travail, une osmose avec sa fille. Ça montre bien la limite humaine de l'accouchement dans un milieu médicalisé et cette thématique est régulièrement abordée par les patientes qui disent faites attention de ne pas me prendre un petit peu de mon accouchement. C'est mon accouchement à moi, c'est pas le vôtre. Nous, on doit vous servir de sécurité. En revanche, on doit quand même essayer d'être le plus discret possible pour vous laisser votre moment à vous. On parlait justement de ces univers trop médicalisés et vous allez voir qu'il y a d'autres moyens d'accoucher. Avant de vous montrer ce reportage, je vais libérer Sabine et Sylvie qui ont un train et qui doivent nous quitter. Donc on va vous saluer et vous remercier d'être venus nous rejoindre. Et bravo pour ce joli bébé. Elle est vraiment ravissante, cette petite fille. Au revoir, Sabine. Au revoir. Merci d'être venue nous voir. Au revoir. Au revoir, petite fille. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Donc, depuis 1 an et demi, la loi permet en France d'expérimenter des maisons de naissance où justement l'accouchement se veut beaucoup moins médicalisé. C'est un environnement plus chaleureux, loin de l'environnement aseptisé d'un hôpital. Et c'est ce que propose l'une des maisons de naissance que notre équipe est allée découvrir. Ça se passe à Paris. Il y a une ambiance sur ce plateau. Hein, Ça bouge. c'est pas aseptisé au moins ici. Aujourd'hui, en France, les femmes accouchent au sein d'unités qui sont quand même très médicalisées, souvent aussi avec une péridurale. Donc ici, on a la possibilité de proposer d'autres alternatives à la naissance, c'est-à-dire on ne va pas intervenir médicalement. Alors, est-ce que tu sens déjà bouger un petit peu? Un petit peu. Mais C'est très léger, c'est des petits mouvements. très léger. Oui. Parfois, je suis pas sûre si c'était moi qui soufflais ou le bébé qui bougeait. Très bien, on va aller écouter ce petit bout. Là, on sent bien l'utérus qui prend toute cette taille-là, comme ça. Tu sens la boule? Oui. Voilà, donc ça, c'est l'utérus, qui est à peu près gros comme un pamplemousse. N'importe quelle future maman ne peut pas venir accoucher ici, parce qu'on peut se permettre d'accompagner les grossesses qui sont estimées à bas risque. Il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de bip, on n'a pas non plus de monitoring. Par contre, on partage les mêmes locaux que la maternité des Bleuets. On est à 45 secondes chronomètre en main de la salle de réanimation néonatale, par exemple, si jamais on avait un problème urgent au moment de la naissance. Ça va très très bien, c'est parfait. Le fait d'accoucher en maison de naissance, ça apporte, je pense, au couple et à la mère plus de tranquillité. J'ai vraiment, honnêtement, la sensation de faire un travail de qualité et de pouvoir offrir des arrivées au monde qui me semblent être dans des bonnes conditions. Bon, donc je vais vous faire visiter un petit peu les locaux. Je vais vous montrer donc la première chambre de naissance. C'est tout simple avec voilà, un grand lit, une baignoire. Oui, une baignoire. Ouais. D'accord. Une baignoire. Donc la baignoire est en libre accès? La baignoire est en libre accès pendant le travail. Mais si en dehors vous voulez venir prendre des bains, Non, c'est pour le travail. La notion de maison dans maison de naissance, elle est importante parce que ça veut dire que quand on arrive ici, on arrive dans un endroit où on peut faire comme chez soi. Est-ce qu'on peut mettre des bougies? Ouais, bien sûr. Vous pouvez amener tout ce que vous avez envie d'amener, qui fait que vous vous sentez bien et que vous vous sentez Oui. tranquille. C'est très mignon et c'est vraiment comme à la maison. C'est ce que souhaite Wella, ce qu'on souhaite tous les deux, une naissance le plus naturelle possible. Inspirez, montez bassin, les bras même. Laissez faire. Et une longue expire. On propose des cours de yoga. C'est très intéressant, déjà sur le plan physique. Elles vont chercher la sensation. Isabelle va leur demander de sentir, d'identifier les différentes parties de leur corps, de sentir ce qui s'y passe. Voilà. Bouge pas. Bouge pas. Voilà, détends encore. L'important, c'est le battement d'eau. Relâche bien la tête. Ça permet aussi aux femmes de pouvoir se retrouver chaque semaine
et de pouvoir communiquer entre elles. Et les mamans du prénatal vont garder les bébés des mamans qui vont au yoga postnatal. Elle s'appelle Ava. Elle a 5 semaines. Et il se peut qu'elle se mette un peu à pleurer et qu'elle veuille être dans les bras pour réussir à se réendormir. On la prendra dans les bras et puis si jamais elle pleure, on viendra te la chercher, t'inquiète pas. Elle est née dans l'eau, elle est née dans la baignoire où j'ai passé la plus grande partie du travail en fait, parce que c'est là où je me sentais le mieux. En fait, c'est très naturel, c'est-à-dire qu'on est vraiment très concentré sur ses sensations. Et on a passé ensuite un long moment, juste tous les trois avec son papa, à faire connaissance. Jusqu'au moment voilà, où on a fini par couper le cordon et on est rentré chez nous le lendemain. C'était vraiment un moment très fort et en même temps très calme et très doux. Fait rêver, hein, ce moment très calme et très doux. Alors, bonjour à nos dénicheurs qui nous ont rejoints. Honneur aux femmes, Céline, Aude et Luc. Aude, donc tu vas nous parler de cette maison de naissance. Peut-être une réaction de Sandrine ou de Carole. Vous auriez adoré accoucher dans ce... oui. C'est encore possible, peut-être. C'est doux et vraiment calme. Ah oui. Ouais. Bah, je vais peut-être, on va se renseigner. Hein. Il y en a une près de la maison, oui. C'est vrai, il y en a une. Alors, vous habitez où? Alors, s'il y en a une, on habite pas loin de Bayonne. Alors, il y en a une à Castres. Cabreton, Je pense que ça serait un peu plus loin. Mais oui, mais c'est la plus proche. Il n'y en a pas dans le sud-ouest, ce sera le plus proche. Et il faut habiter à moins de 40 minutes de la maison de naissance. Ouais. Sinon, on ne peut pas. Voilà, donc je Il n'y en a pas d'autres dans le sud-ouest. Alors, il y en a 9. Incroyable. Il y en a 9. Et dans le sud-ouest, non, il y a Castres seulement. Sinon, alors il y a Grenoble, Bourgoin-Jallieu. Par chez moi, il y a Nancy, c'est encore plus loin. Il y a Célestat chez toi, en Alsace. Il y en a une à La Réunion, une en Guadeloupe. Mais voilà, en total, il y en a 9. D'accord. Mais là, on a bien vu que l'intérêt, c'est que c'est quand même à proximité d'un lieu où on peut réanimer le bébé en cas de problème. C'est attenant à une maternité. C'est toujours comme ça, c'est la condition. Toujours, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Oui, en cas de problème, la patiente est immédiatement prise en charge ou le bébé également. Médicalement, bien sûr, que ce soit pour la maman ou le bébé. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain? Alors, le clin d'œil est qu'en fait, moi, je suis concerné par une population complètement différente puisque je prends en charge des grossesses qui sont en général récusées justement de ces maisons de naissance. À risque, donc. Des grossesses à risque où ça va être un petit peu l'opposé qui va se produire malheureusement. Il y a une vraie demande, il y a une énorme demande de la population française. On estime actuellement que 15% des femmes qui accouchent, si elles le pouvaient, dans des bonnes conditions de sécurité, accoucheraient à la maison. Ça a été évalué comme ça. Donc, on ne peut pas les laisser accoucher à la maison parce que ce serait, dans l'état actuel du système sanitaire français, beaucoup trop dangereux. En revanche, on peut leur proposer une autre alternative. Et si la maison venait juste à côté de l'hôpital? L'hôpital ne peut pas venir, les médecins ne peuvent pas venir à la maison. On va essayer de faire venir la maison juste à côté. Donc, il y a des règles quand même très précises de ces 9 maternités en évaluation pour 5 ans, ces 9 maisons de naissance. La première évaluation, ce sera à fin 2018, je crois. Voilà, l'instigation date de 2013, en sachant qu'il y a des maisons de naissance pour le petit œil qui datent d'avant ces dates-là quand même. Les 9 sont à l'évaluation et au bout de 5 ans seront jugés. Le but étant d'offrir autant, si possible, de sécurité que dans un accouchement médical réel, puisqu'il y a une proximité directe de l'accouchement, et de réintégrer le couple, puisque c'est un vrai projet de couple en général, et pas que de femmes d'ailleurs. Le couple est complètement réintégré, se réapproprie ce moment-là, avec un vrai sentiment d'être autonome et d'être responsable aussi de ce moment-là. Vous me disiez, Sylvain, qu'on sent quand même un éveil différent des enfants qui sont nés d'une manière particulière, comme ça. Est-ce que ça veut dire que le fait que la maman, vous parliez tout à l'heure d'osmose et de fusion avec votre enfant, est-ce que ça ajoute quelque chose à leur éveil, à la naissance ? Alors c'est très difficile à évaluer, mais ce que reproche un nombre croissant de patientes vis-à-vis du milieu médical, c'est
entre guillemets, polluer leur accouchement. Ouais. On peut supposer que la relation à l'enfant et donc forcément le développement de l'enfant, parce que le développement de l'enfant est inhérent à la relation à sa maman en premier lieu et bien sûr à son papa aussi, le développement va être fonction de la première impression qui a lieu, en l'occurrence du premier contact, en l'occurrence celui avec sa maman, dès la naissance. Ça commence à l'accouchement. En limitant le stress. Du coup, c'est toi qui as eu le premier contact là aussi. Ça rend la relation à son papa aussi. Juste envie de savoir comment Céline a accouché, parce que t'as combien d'enfants, toi? 4. 4. 4. J'ai eu 2 péridurales et 2 sans péridurale. Ah ouais. Et pour le 5e, tu iras en maison de naissance. Et voilà, pour le 5e, j'irai peut-être en maison de naissance. Non, j'ai fait l'inverse. Les 2 premières ont été sans péridurale, quasiment. Et les sans péridurale, ça reste un mauvais souvenir ou au contraire un... Très bon souvenir pour la première, moins bon souvenir pour la deuxième. Ah oui, la première sans péridurale, ça c'est plutôt... Oui, parce qu'en fait, c'est arrivé trop vite. Très vite. Ça arrive très vite. Et après, c'est vrai qu'on a pris le parti de médicaliser un petit peu plus, comme ça arrivait vite, et péridurale pour les suivants, ce qui a été plutôt sympa, mais un vrai désir de moins de médecins. Ça, c'est une évidence. Je pense comme toutes les femmes ou comme beaucoup de femmes. Moi, j'y vois quand même quelque chose de vachement chouette. Je trouve qu'ils sont très présents, les papas. Moi, la dernière fois que j'ai accouché, c'était il y a 15 ans. Eh ben, j'étais préposé à faire du pchit sur la tronche, quoi. Mais t'as coupé le cordon quand même. Non, ça je voulais pas. Ça, je voulais pas. D'ailleurs, broyer la main aussi. Oui. Profitons-en pour dire que ça suffit le pchit. Enfin, Ah ouais, c'est pas bien. Ah oui, non, ça on arrête. Messieurs, arrêtez le pchit. Mais c'est quoi le pchit? Tu sais, de l'eau. Le brumisateur. D'accord. C'était à un moment donné, disons que les papas devaient brumiser les mamans. Oui, voilà, oui, c'était ça. Vous mettez là. Contact qui t'exclut, c'est agréable. Et vous brumisez. On m'a dit brumisez. Hein. Le contexte est complètement différent parce que la sage-femme se retrouve seule au moment de l'accouchement et dans la dernière préparation avec la future maman et le papa. Donc le papa est mis sans arrêt à contribution en fait. Même s'il n'a pas le choix, de toute façon, il participe quand même. Alors, par définition, je suis interdit de ces zones-là puisque je suis médecin. Si j'étais sage-femme, j'y aurais droit. Il va être complètement mis à contribution dans le fait de capter les contractions, le fait d'accompagner en touchant la maman, en la protégeant, etc., de passer un linge, de passer un matériel. La sage-femme est seule, elle n'a pas d'aide-soignante, elle n'a pas de puéricultrice, etc. Alors, concrètement, ça se passe comment, Aude? On peut accoucher comme on veut? Alors, on peut accoucher dans la position que l'on souhaite. Donc, ça peut être debout, ça peut être accroupi. Dans l'eau? Ça peut être dans l'eau. Dans l'eau, sur un ballon. On peut, voilà, pour pas de péridurale, donc l'acupuncture ou des massages ou d'autres, voilà, des choses beaucoup plus légères, des ballons, pas d'épisiotomie, alors qu'il faut savoir que pour les premiers enfants, c'est 50%, exactement. Près de la moitié des femmes qui ont une épisiotomie, donc là, il n'y a pas d'épisiotomie. Comment on fait alors? Ça cicatrise tout seul? Ça va, on va laisser une déchirure spontanée se réaliser quand elle a lieu, parce que finalement, beaucoup d'accouchements. L'épisiotomie est un geste supposément préventif d'une déchirure. On va laisser se déchirer. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est avec Moi, j'ai mal au périnée. Non, on est avec une population qui a été triée à l'avance. Hein. C'est pas Madame tout le monde. Les très gros bébés sont exclus. Les accouchements, les bébés qui arrivent en siège. Voilà, on a tout un contexte bien particulier, parce que dans ces 50%, il ne faut pas oublier qu'on a quand même toute une partie d'accouchements relativement difficiles, des premiers très gros bébés, des accouchements du siège, etc., qu'on n'aura pas du tout dans ces maisons de naissance. Donc on va laisser la déchirure se faire, on ne fera pas d'épisiotomie. Est-ce que l'âge de la maman est pris en compte? Je crois que les grossesses... On ne peut pas avoir plus de 40 ans. Exactement. Les grossesses dites tardives ne sont pas autorisées. C'est quasiment foutu pour moi. Pour moi, il faudrait que je m'y mette très vite. Et c'est remboursé par la sécurité sociale? Alors à 50%. Et les mutuelles prennent en charge parfois, voilà, il faut voir, mais c'est pris en charge partiellement par la sécurité sociale. Alors Céline va nous présenter maintenant des méthodes originales pour aider justement les futures mamans pendant leur accouchement. Alors oui, justement, parce que qu'on ait eu déjà des enfants ou pas, je pense que le stress de l'accouchement, c'est quelque chose qui mobilise toutes les femmes. Et notamment une cantatrice, une musicienne qui s'appelle Marie-Louise Hochet, qui est là dans les années 60. Elle était donc professeure de chant. Et ses élèves qui étaient enceintes, quand elle venait la voir, elle s'est rendue compte que elles étaient bien, qu'elles étaient heureuses, que ça se passait bien, qu'elles avaient l'air de bien vivre la grossesse, et elle a décidé de creuser un petit peu ça. Alors, elle a
pas inventé grand-chose non plus, dans le sens où depuis l'Antiquité, les incantations rythment les naissances. Ouais, parce qu'on connaît l'aptonomie, donc ça c'est la science du toucher, mais je ne connaissais pas moi le chant prénatal. Donc elle l'a théorisé, elle s'est rendue compte qu'il y avait des points de vibration qui faisait appel à des points qui étaient similaires à la médecine chinoise. Et ça a été un tel succès qu'en 1976, on l'a invité, avec une sage-femme, à créer le premier cours de chant prénatal dans la maternité de Pithiviers, dans le Val-de-Loire. C'est destiné à déstresser le bébé ou la maman, ou les deux? Il y a 4 vocations. La première, c'est déjà vraiment de se sentir mieux pendant la grossesse. Chanter, c'est ce qui rend gai. Enfin, on ne chante pas quand on est triste, ou alors c'est vraiment pour aller mieux. Donc, c'est une manière de respirer, d'ouvrir son diaphragme. C'est ça, on respire bien. On a naturellement, on a une respiration qui est identique à celle qu'on a quand on dort. Donc c'est vraiment une respiration basse avec le bas-ventre, ce qui fait qu'on est détendu naturellement quand on chante. Et puis on se tient bien. On se tient droit, on a un bon port de tête, on tient bien sa mâchoire. Et puis on se muscle, on muscle son périnée, on muscle son bas-ventre. Donc il y a déjà tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est aussi bon pour le bébé parce qu'il n'a pas son oreille, je crois que son oreille définitive est formée au dernier mois de grossesse. Donc il entend précisément au dernier mois de la grossesse, mais par contre, avant, il perçoit des vibrations. Donc on sait maintenant que ces empreintes inconscientes le marquent très profondément. Il reconnaît la voix de sa maman, la vibration de la voix de sa maman, la vibration de la voix de son papa. Donc, on pense que tous ces sons qu'il a entendus pendant la grossesse, ça va continuer, ça va l'apaiser, ça va le détendre. Même si on chante très très mal, même si on chante très mal. C'est vraiment, on peut chanter faux comme une casserole, c'est le bienfait qu'on retire de l'acte de chanter qui compte. Et puis, il y a l'accouchement, où chanter pendant l'accouchement, c'est une des méthodes qui aide à détendre. Et notamment, ça permet au papa de participer. On s'est rendu compte que les sons graves détendaient profondément. Donc le papa, il a un peu plus de facilité à faire des sons graves, donc il peut entraîner la maman à faire des sons graves. Elle peut se calquer dessus. Et puis c'est vrai que ça a un effet de massage et de vibration importante pour... Alors, est-ce qu'on voit un reportage? Oui, justement. Alors je vous propose de regarder un petit reportage, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, de vous mettre à l'aise. Là, ce qu'on aimerait, ce qu'on recherche, c'est de la détente. Pensez à adresser votre son à quelqu'un que vous aimez, ça peut être bébé, votre partenaire ou autre. Du coup, elle nous disait que dans les graves... Ils entendent mieux les bébés? Eh oui, ouais. Et c'est plutôt agréable ou désagréable, ça? Oui, c'est l'impression de lâcher quelque chose de retenu. Ouais, très bien. Aloha. 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 Où que tu sois, que tu te caches, que je te sente sous les doigts, que tu danses comme un apache, je me présente devant toi. Où que tu sois. Il y a même des paroles écrites spécialement. Il y a des paroles. C'est ça, pour accueillir le bébé, pour passer... On le voit, on chante ensemble. Les cours peuvent être individuels, ça peut être à deux, mais il y a aussi des cours de groupe. On peut faire ça pendant l'accouchement. Là, c'est les cours de préparation à l'accouchement, mais c'est vraiment possible pendant l'accouchement, même si on ne va pas chanter la petite chanson avec les paroles au moment de l'accouchement. Ça vous branche, ça? C'est plus sympa que d'entendre des cris d'une salle à l'autre. Ça fait chorale dans les accouchements. Ça ferait des canons. C'est sympathique. Carole? Étant musicienne et chantant beaucoup aussi, oui, ça me parle énormément. Vous jouez de quel instrument? J'ai fait 12 ans de trompette. Ah bon? Ah oui, rien à voir avec le souffle. Mais justement, le souffle, la respiration et du diaphragme, parce que c'est exactement ce qu'il faut pour la détente, en fait. Les doigts aussi, mais bon, ça n'a rien à voir. Bah oui, c'est moins utile. Les doigts font parler à mon mari. Voilà. Okay. Ah. Oui, parce que pour la première, alors, il fait 1m95 et à l'époque, il faisait 120 kg, rugbyman, donc... Et il a des mains vachement plus grosses que les miennes. Et quand je lui ai contraction, je lui ai attrapé mais le bout des doigts et je l'ai mis à genoux. Ah ouais. Ah mais sérieusement, il a posé le genou par terre, les sages-femmes l'ont regardé. Ça va, monsieur? Je reviens.
Mais ouais. C'est qu'on est capable C'est la première fois qu'il se mettait à genoux devant vous? Oui, parce que c'est moi aussi qui l'ai demandé en mariage. C'est la force de la parturiente. C'est ça. Alors, cette association propose d'autres activités? Oui, Carole Nicolas, qui a fondé cette association qui s'appelle donc De Fil en Soie, qui se trouve dans le sud de la France, entre Aix et Marseille. Elle fait également de l'hypnose prénatale. Et ça peut paraître un petit peu étonnant, parce que l'hypnose est utilisée en remplacement de plus en plus, enfin, un petit peu de certaines anesthésies, notamment de la péridurale, en complément, tout à fait. Et ça marche. On a notamment le cas de Valéria, qui était médecin généraliste et qui a accouché là en février d'une petite Victoria. Grâce à l'hypnose et au chant prénatal, à l'auto-hypnose et au chant prénatal, elle a réussi à accoucher sans péridurale. Donc c'est vraiment... Et comment ça marche? Là, pour le coup, j'ai du mal à imaginer. On se recentre sur des images positives et des sensations positives qu'on a travaillées pendant la grossesse. C'est un petit peu comme ce qu'on peut faire en yoga ou en sophrologie. Donc on essaye d'associer des images à des sentiments, des souvenirs de détente et des souvenirs heureux, et à se les remémorer à un moment où... Donc il n'y a pas d'hypnotiseur Non, c'est vraiment de l'auto-hypnose, donc on s'est entraîné. Conditionne, quoi. Voilà, on se conditionne. Alors, pour ça, il faut prendre des cours, il faut être drivé. Oui. Comment ça se passe? Alors, il y a l'Association française de chant prénatal, musique et petite enfance, qui se trouve en région parisienne, mais qui, par contre, vous donne le nom de tous les centres agréés partout en France. Et il y a la structure de Marie-Laure Potel, qui s'appelle Envie de chanter, et qui, elle, intervient dans les maternités en Ile-de-France directement. Ça n'est pas pris en charge dans le cadre des cours de préparation à l'accouchement, mais ça peut être remboursé par les mutuelles, et c'est vraiment un complément aux cours de préparation à l'accouchement. Là, c'est du chant, c'est pas d'hypnose. Là, c'est du chant, tout à fait. Deux histoires d'accouchement incroyables à l'autre bout du monde. Alors, je vous amène d'abord aux États-Unis. Cette dame est américaine, elle s'appelle Kimberly. Toutes les américaines d'ailleurs s'appellent Kimberly, je ne sais pas pourquoi, mais c'est formidable. Et elle a déjà une petite fille qui s'appelle Kathleen, qui a 10 ans. Elle est mariée avec Craig, qui n'est pas sur la photo. Et elle sait qu'elle attend des triplés. Hein, elle a fait les échographies, elle attend des triplés. Donc, elle accouche par césarienne. Et là, on sort un premier enfant, on sort un deuxième enfant, on sort un troisième enfant. C'est déjà un beau cadeau, sauf qu'il y en a un quatrième. Et là, notre amie Kimberly se retrouve avec quatre petites filles. Mais elle a quel âge? C'est ce que Alors, elle a 42 ans, oui. Ah, bon, mais en fait, elle avait eu une insémination. C'est qu'elle avait plus. Justement pas, mais tu vas voir, je vais vous expliquer plus tard. Justement pas. Il y a eu des échographies. En plus, c'était une grossesse extrêmement suivie, puisque c'était une grossesse tardive. Avec déjà, on savait qu'il y avait des triplés. Eh bien, on n'a pas vu ce quatrième enfant. C'est possible, il est nul, l'échographe. Alors, je ne me permettrai pas de dire ça. Non, il est américain. Moi-même n'étant pas échographe, je ne me permettrai pas de juger son travail, mais ça paraît effectivement un petit peu surréaliste quand même. Sinon, tu n'en parlerais pas tout le temps. Eh ben non, voilà. Non, elle dit sincèrement qu'elle n'était pas au courant, et surtout, elle dit très sincèrement qu'elle n'a pas eu recours à une fécondation in vitro. C'était ta question précédente. Oui. C'est une grossesse vraiment... Parce qu'elle les a eues tardivement, donc on aurait pu penser que... Eh bien non, pas du tout. Elle les a eues tout le plus naturellement du monde. Et franchement, moi, ça vous fait rêver, vous? Non. Sandrine? Quatre d'un coup? Non, pas du tout. Non. Moi, oui. Non. On peut faire une équipe de belote. Et donc, elle en a eu 4 d'un coup. C'est un fait extrêmement rare parce qu'en fait, ça arrive une fois sur 729 000 que ça soit possible. Ça vous est déjà arrivé d'accoucher des quadruplés? Quadruplés, j'ai pas eu. J'ai eu des triplés, mais j'ai pas eu de quadruplés. Non. Et alors là, encore plus fort, c'est qu'en plus, ces jumeaux, enfin ces enfants, sont monozygotes. C'est-à-dire qu'ils sont... ils sont issus du même œuf qui s'est coupé en 4. Il y a des garçons? Et c'est 4 filles. 4 filles. Voilà. Et donc, en fait, c'est des jumeaux, sauf que c'est x2, quoi. C'est 2 fois 2 jumeaux, quoi. Incroyable. On a des photos plus grandes parce qu'ils doivent ressembler. Voilà. Comment elle s'est débrouillée pour les... Elle s'est très bien débrouillée. Voilà, les enfants, les 4 filles ont grandi. Là, elle a sa maman qui s'est occupée. Alors, j'avais jamais vu des poussettes comme ça à 4. Hein. C'est quand même impressionnant. Est-ce qu'elle est faite pour l'occasion, la poussette? Oui, peut-être. En fait. Ouais. Et non, elles vont très bien. Et il y a eu déjà un précédent en Allemagne, en 2012, où il y avait eu comme ça, des quadruplés comme ça, d'un coup, de manière naturelle, et monozygotes, c'est clair. Et elles se ressemblent énormément. Ah bah oui, ce sont vraiment de vrais quadruplés, quoi. Si j'ose imaginer à l'adolescence les jeux d'identité qu'il va pouvoir y avoir.
faut payer un bon psy. Pour savoir qui est. Pas jouer avec qui est qui. Pop, pop, pop. Ouais, même avant. Elles ont quel âge vos jumelles? Vous avez des jumelles, vous, Sylvain? J'ai des jumeaux. Des jumeaux qui ont 12 ans maintenant, mais qui ne se ressemblent pas du tout, donc ils peuvent pas. On est obligé de les coincer. Des vrais jumeaux? Non, des faux jumeaux et qui du coup se ressemblent pas. On les coince systématiquement quand on fait une bêtise. Ah bon. Ils peuvent pas tricher. Et une autre histoire. Alors, une deuxième incroyable. histoire qui se passe aux États-Unis, non pas tout à fait aux États-Unis, mais une histoire d'une Américaine dont je ne pourrais pas vous révéler l'identité parce que son identité est secrète pour des raisons très précises, c'est qu'elle est militaire. C'est une femme qui travaille dans la Navy et qui, en septembre 2016, se sent pas super bien. Elle travaille dans la marine. Elle travaille dans la Navy, oui, la marine. Navy. Oui, pardon, je suis trop anglo-saxon. Qui se sent pas très bien et qui va à la clinique du bateau sur lequel elle se trouve, sauf que ce bateau, c'est un porte-avions à propulsion nucléaire. Et donc, elle se retrouve là, j'ai une petite douleur abdominale, et le lendemain, elle accouche sur le porte-avions. Ah, mais si, madame, mais oui, c'est comme ça, c'est vrai. Alors, il doit y avoir un bel hôpital sur ce bateau, enfin, ou en tout cas un vrai dispositif, mais peut-être pas prévu pour pas les vraiment fait accouchements. pour, parce qu'en fait, dans cette histoire, cette dame, elle avait fait un déni de grossesse. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et par chance, le médecin qui était sur place avait déjà réalisé des accouchements. Mais d'ordinaire, quand on est dans l'armée, au-delà de la 20e grossesse, on n'est plus... 20e semaine. Pardon. Au-delà de la 20e semaine, on ne peut plus partir dans de telles opérations, d'autant qu'elle partait dans des vols de reconnaissance sur la Syrie et sur l'Irak pour des missions contre l'État prétendument islamique. Donc voilà. Donc elle a eu quand même beaucoup de chance. L'accouchement s'est très bien passé. Dès le lendemain, elle a pu être héliportée vers Bahreïn, puisqu'ils étaient dans le golfe Persique, pour aller dans une vraie maternité. Et la maman et le bébé se portent bien. Le bébé fait 3,2 kg et tout le monde va bien. Incroyable. Ça vous est déjà arrivé, Sylvain, d'accoucher des femmes comme ça dans des lits de grossesse? J'en ai eu 2 durant mon exercice. La première était une jeune adolescente mineure. C'était très très compliqué d'un point de vue social et humain, c'était terrible. Elle est arrivée à l'hôpital par les urgences et c'est l'urgentiste terrorisé qui m'a appelé en disant écoute, j'ai fait faire une échographie, je crois qu'elle est enceinte, elle le sait pas, elle serait peut-être au 9e mois et cette jeune fille a accouché c'est pratiquement une jeune fille, une jeune femme a accouché à la maternité. De mémoire, elle avait 15 ou 16 ans. La deuxième patiente que j'ai été amenée à prendre en charge, c'était une jeune femme d'une 30aine d'années avec une grossesse sur le retour de couche, justement, et qui avait eu, pour la petite histoire, 3 ou 4 médecins qui lui avaient fait des explorations en disant « Pourquoi est-ce qu'elle peut avoir aussi mal au ventre ? C'est quand même incroyable. » Et c'est au 7e mois et demi, au 8e mois de grossesse qu'on a découvert la grossesse, avec une patiente où, de l'œil de l'obstétricien, sincèrement, c'était impossible de savoir qu'elle était enceinte quand on la voyait comme ça habillée. Elle était au 8e mois, 7 mois et demi de grossesse. C'était fascinant ce que son corps avait pu cacher la grossesse complètement involontairement. C'était extraordinaire. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'accoucher des femmes dans des conditions un peu rocambolesques? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'hôpital ou jusqu'à la maternité? La maternité peut se déplacer au chevet de la patiente dans certaines situations parce que le plus rocambolesque, c'est qu'on est allé accoucher une patiente dont c'était le premier bébé en plus. Donc tout le monde lui avait dit « tu as largement le temps d'arriver à la maternité sur la route devant le parking de l'hôpital, sur la route à 1 km de l'hôpital. On a été appelé et j'y suis allé, c'était au tout début de mon exercice dans un petit hôpital un peu à la campagne. On y est allé la fleur au fusil en disant bon, on va l'accompagner sur le dernier kilomètre, son mari nous appelle. On était de garde, c'était un dimanche après-midi, tout le monde était complètement détendu. On est allé avec une sage-femme et une aide-soignante avec la voiture à 1 kilomètre et on a réalisé l'accouchement sur le bord de la route. Avec, justement, on avait discuté d'ailleurs, avec probablement la principale dangerosité qui était qu'on était au bord d'une route relativement passante et qu'on avait un danger d'avoir une collision de voiture ou une chose comme ça, il faut faire attention à ça. Et un accouchement qui s'est passé divinement bien. La réflexion de cette femme-là étant, mais pourtant on m'avait dit que j'avais largement le temps de venir. Et on était sur le bord du parking sans les gants.
Bravo pour tout ça. Merci d'être venu nous raconter ces accouchements incroyables et on vous souhaite de vivre heureux avec vos enfants. Merci à nos dénicheurs pour ces nouvelles informations et merci à Sylvain de nous avoir accompagnés cet après-midi. Bon après-midi à vous. Dans un instant, c'est Stéphane Bern sur France 2. Au revoir. Mardi, nos invités nous parleront de cet amour qu'ils ont trouvé dans un lieu plutôt inattendu, puisque c'est à l'hôpital que leurs cœurs ont commencé à battre la chamade. On est tous arrivés avec une déficience à un moment donné et on repart avec quelque chose qu'on n'attendait pas et qui est encore plus fort. Rémi est militaire lorsqu'il est victime d'un grave accident de parachute. Son moral est au plus bas lorsqu'il croise le regard de Mathilde. Je pensais plus qu'à elle. J'avais toujours traîné devant sa porte et puis après, dès qu'elle ouvrait la porte entre deux patients, « Ah, vous êtes là Chaque jour, Mathilde assure la rééducation de Rémi. Peu à peu, un rapprochement s'opère, mais Mathilde va longtemps freiner ses sentiments naissants. Un après-midi, je le vois par la fenêtre, assez proche de cette fille qui me touche le bras. Et je me suis dit, bon, clairement, si tu commences à sentir une petite gêne parce que tu vois qu'il est avec quelqu'un d'autre, c'est que... Émilie et Julien ont un coup de cœur à l'hôpital. Très vite, l'ascenseur va devenir leur petit jardin secret. Le moment de l'ascenseur, c'était le moment où on pouvait se dire des choses, faire des gestes et tout ça, voir qu'il y avait quelque chose qui s'allait. Tous les deux en convalescence, Jean-Marie est attendri par Nathalie et la prend rapidement sous son aile. Elle avait besoin d'aide. Je sais pas, moi je me suis senti responsable, quoi. Chevalier. Un peu, ouais.